Émission 740. Cette semaine, GLA Avengers. En direct de Montréal, Québec, Canada. Vous écoutez, oui, les Mystérieux Étonnants. Bonjour à toutes et à tous, vous écoutez Les Mystérieux Étonnants, une émission en balado-diffusion consacrée au BD et à l'ensemble de la culture populaire. Benoît Mercier au micro et cette semaine chanteur une équipe dont les membres proviennent en quelque sorte de leur propre multiverse. Je vous les présente à l'instant. Le premier met un tuxedo pour aller au Saint-Hubert. Du podcast Trois-Bières, Yannick Belzile est avec nous. Salut Yannick. Bonjour Benoît, comment ça va? Ça va très bien. Sorti tout frais des Oliviers. T'es allé là. J'ai vu que t'as apporté un beau tuxedo bleu pour aller manger chez Saint-Hubert avant. Oui, parce que c'est ça. Tu te sentiras jamais aussi ridicule dans la vie que d'aller au Saint-Hubert en tox, parce qu'on allait prendre des photos à un bar pas loin avant d'aller aux Oliviers. Mm-hmm. Fait que c'est ça. Fait que je me suis rendu tôt pour aller souper et rejoindre Pierre-Luc. Puis Pierre-Luc, lui, il a été dans la simplicité. Il a juste porté un t-shirt avec un veston. CM Punk. Ouais, avec son t-shirt de CM Punk. Puis, fait que je me sentais extra stupide d'être là en tuxedo. Surtout qu'on était au Saint-Hubert, dans le village gay. Ouais. Ça veut dire qu'il y a beaucoup. Puis, on était comme dans la fenêtre. Mm-hmm. Fait que ça veut dire qu'il y a beaucoup d'hommes qui passent, puis beaucoup d'hommes qui, sans vouloir faire un raccourci, regardent les looks des gens et l'apparence. Mm-hmm. Il devait penser comme crime. Ce gars-là, il avait hâte d'aller au Saint-Hubert. Ça fait 2 ans qu'il attend d'aller au Saint-Hubert. Il est en pandémie, fait qu'il pouvait pas. Fait que là, il capote. Mais oui, c'est ça. Fait que je suis allé. On est allé aux Oliviers. Belle soirée. C'était tout de même plus le fun que je pensais que ça allait être. Je sais pas de quoi le show, de quoi il a l'air pour les spectateurs, mais nous, on a eu bien du fun. Mais je trouvais ça intéressant parce que beaucoup de sketchs que moi j'ai trouvé drôles, mais que les jokes semblaient vraiment nichés pour l'industrie de l'humour puis le monde qui y travaille. Parce que c'est ça qui est le public en place. Fait que je me demande comment que ça a marché pour le monde qui sont juste comme « Ah, j'aime un tel humoriste, je regarde ça. » Ça avait l'air un peu inside. Fait que je trouve ça bizarre, mais tu sais, j'ai ri, j'ai bu du champagne. J'ai retrouvé Charles et Alexandre Forêt pour aller leur parler du trailer d'Obi-Wan pendant les pauses. Parce que c'est juste ça qu'on avait à discuter. Puis, ouais. On en parlera si tu veux tantôt, parce qu'on en a pas parlé dans le cadre des Mystérieux Étonnants du trailer d'Obi-Wan. Il est sorti, puis on a comme passé par-dessus. Moi, je l'ai écouté genre 10 fois. C'est une série que j'attendais depuis longtemps, puis il y a plein de questions qui émergent en écoutant le trailer. D'ailleurs, la première, c'est, mon Dieu, qu'est-ce qu'il a fait Obi-Wan? McGregor, pardon, pour... c'est quoi le pacte qu'il a fait avec le diable pour garder son beau teint de jeune garçon fringant? Ce gars-là va tout le temps être sexy. Il vieillit super bien, là. Oui, le fucker. Il vieillit comme un comic book de le personnage est plus vieux, on va rajouter 2 lignes dans sa face. Exact, 2 lignes, puis c'est genre sur le front, puis un peu sur les pattes doigts. Là. Ouais, des pattes doigts qui le rendent juste encore plus charmant. Fait que, exact. C'est de toute beauté. Là. Ouais, mais on pourra parler tantôt. Pour les gens à la maison, cette semaine, c'est juste Yannick et moi et Laurent Boutin qui va se joindre à nous tout à l'heure. Il termine son corps chez Planète BD. D'ailleurs, en parlant de Planète BD, la nouvelle est sortie peu de temps dans le début de l'émission. Puis je voulais en parler, c'est super intéressant. En fait, Jake Dion, on vous en a parlé. Il va sortir sa prochaine BD qui s'appelle Chanson Noire chez Glénat. On vous a invité à précommander la bande dessinée sur le site Les Libraires. Et là, il y a une date officielle de lancement de l'album. Et le lancement va se faire chez Planète BD le vendredi 1er avril. Et c'est pas un poisson d'avril, de 17h à 19h. Donc, si vous voulez acheter la BD, si vous voulez encourager Jake, allez chez Les Libraires. Si vous voulez participer au lancement officiel, ça sera le 1er avril chez Planète BD, un vendredi de 17h à 19h, où là, vous allez pouvoir rencontrer Jake, mais aussi acheter l'album sur place. Ce qui est le fun, par contre, c'est que si vous attendez pas pour commander l'album, vous montrez à l'éditeur, vous montrez aux gens qui travaillent chez Glénat que Jake, c'est du hot stuff, c'est du bon matériel, c'est un grand auteur, et comme ça, vous l'encouragez, et eux, ça leur permet de prévoir aussi de l'impression, des impressions subséquentes. Parce qu'en ce moment, avec l'offre, la demande, toute l'espèce de système capitaliste qui vous savez qui est fucké, c'est compliqué, louer de l'espace aussi sur les presses, il faut le faire à l'avance, donc plus rapidement la BD est sold out, plus rapidement on peut faire une
commande pour un deuxième lot de bande dessinée. Fait que si vous voulez encourager Jake, allez faire ça. Ça aussi, c'est une affaire qui est vraiment plus difficile aussi avec les problèmes de navigation des bateaux qui sont arrivés dans les dernières années. Comme j'écoutais beaucoup de différentes entrevues avec du monde qui ont des auteurs, qui ont des comics creator-owned. Mm-hmm. Puis là, ça parle de hey, le papier qu'on avait choisi, on l'avait plus, il a tout été acheté par quelqu'un d'autre. Je me rappelle, je pense que c'est Ed Brubaker qui disait comme Steve, Robert Kirkman, il a tout acheté mon papier pour faire. Parce que, Robert Kirkman va toujours sortir un nouveau format de Walking Dead, là, peu importe. Jusqu'à temps qu'il meure, ça va être ça. Tu sais, un extra compendium, extra large, puis il est comme hey, Kirkman, il a tout pris mon papier de Reckless. Puis là, tu sais, c'est quelque chose que les éditeurs se courent après, puis doivent quasiment se rationner. Moi, c'est drôle, il y a longtemps, jadis, c'est une ancienne époque, une vieille époque que je travaillais, où j'étudiais plutôt en infographie, puis on avait visité des lieux de presse, puis c'était assez fascinant comment toute cette industrie-là fonctionne, puis les gens ne comprennent pas, puis j'en ai parlé il y a 2 semaines, je pense, mais ils ne comprennent pas à quel point il faut louer du temps de presse. Tu peux pas juste arriver là-bas comme chez Bureau en gros ou une impression rapide puis dire hey, je veux 10 copies de cette affaire-là. Non, il faut qu'il y ait un temps pour laver la presse, s'assurer que l'encre ne va pas découler sur les nouvelles pages d'une ancienne impression, s'assurer que c'est les bonnes couleurs, les bonnes trames, tout ça. Puis après, on se lance. Mais une fois parti, tu peux pas arrêter. Là. Tu peux pas faire pause pour dire on va recommencer dans 15 minutes. C'est vraiment... c'est calculé, là, peut-être pas à la seconde, mais c'est très calculé. Là. Tu peux pas louer ça comme ça. Fait que, encouragez Jake, Chanson Noire. Sinon, on se voit le vendredi 1er avril chez Planète BD pour le lancement de l'album. Yannick, est-ce que tu voulais commencer les nouvelles? T'avais-tu de quoi tu voulais jaser avant? Parce que je t'ai vu feuilleter un bel album de Superman. Oui. Et tu t'extasiais devant les vieilles pubs. Oui, l'émission. Moi, ce que j'aime, une affaire, ce qui est merveilleux si vous lisez des vieux comics, justement, c'est les pubs, ça fait voyager dans le temps, ça me ramène où ce que moi j'étais, mettons, à cette époque-là quand je disais ça. Mais ce que j'aime le plus aussi, c'est voir des mini-séries pour lancer des personnages comme de Loose Cannon ou ben Triumph, qui ont tous été, ma foi, noyés par la vague du temps. Et c'est jamais arrivé. Puis qui ont disparu. Mais je te dirais que mes nouvelles aussi, cette semaine, j'ai pas grand-chose d'autre que j'ai lu une couple de comics. C'est correct. Je vais en parler. C'est parfait, ça. Une affaire qui est vraiment... j'ai lu le premier numéro de Public Domain de Chip Zdarsky. Chip Zdarsky qui va maintenant être comme un des writers principaux de Batman. C'est fou, ce gars-là, il a une trajectoire de carrière incroyable. Il a fait quoi, Daredevil, Spider-Man, Batman? Il fait Daredevil et Batman en même temps. Là, son Batman n'est pas encore sorti, mais il va être comme le gars qui a fait les deux en même temps. Débile. Puis justement, il y a une mini-série genre d'origine de Bruce en training qui s'appelle The Knight en ce moment que j'ai pas encore lu. Mais c'est ça, comme j'ai déjà parlé auparavant dans d'autres épisodes, il y a beaucoup de créateurs de comic book qui ont leur propre Substack, leur infolette site. Puis si tu t'abonnes, tu as accès à des exclusivités. Bon, ben sur cela de Chip, tu as accès à chaque mois à un nouveau numéro de son nouveau comic qui s'appelle Public Domain. Qui est un creator-owned. C'est à lui, c'est pas une propriété de Marvel ou DC ou un autre éditeur. Exactement. Puis c'est lui qui le dessine et l'écrit et qui le colore aussi, je pense. Il fait quasiment entièrement tout. C'est le Grégory Richard de la BD. Oui, ben dans le temps, pour Sex Criminals qu'il faisait avec Matt Fraction, il faisait tout l'arbre, il me semble, mais il co-écrivait. Mais là, il fait le truc en entier. Puis j'ai juste lu le premier, mais j'ai hâte de voir. Je pense qu'il est rendu à numéro 2 ou 3. Tu sais, c'est l'histoire de. On suit comme 2 frères qui s'appellent Miles et David, puis c'est la relation trouble qu'ils ont avec leur père qui s'appelle Sid. Et ce qui arrive, c'est que leur père, Sid, est l'artiste du héros de comic book le plus populaire qui s'appelle le Domain. Okay. Et c'est comment ces 2 enfants-là, ils ont comme Bref, Sid, c'est comme juste fait un peu voler les droits du personnage, mais il s'est jamais battu vraiment contre ça. Puis là, ces enfants voient que le Domain devient comme des films dans pop culture, ça devient super... Des jouets, des figurines, j'imagine, des boîtes à lunch. Gros, puis ils ont comme une tension que, tu sais, le père est juste comme « Ah, moi, je trouve ça cool que le monde aime ce que j'ai dessiné, puis il m'envoie un petit chèque à l'occasion, puis
il m'invite à... Il me donne des billets d'avion pour aller à la première quand il y a un nouveau film. Puis il est comme content, il est juste content avec ça. Puis ses enfants, ils ont comme un problème avec ça. Et le cliffhanger... Puis en même temps, dans le premier numéro, tu vois comme le writer qui, lui, a absorbé tous les droits, puis qui est fucking riche, puis qui vit à Hollywood. Ouais, genre. Puis comme le cliffhanger du premier numéro, c'est que l'assistante du writer trouve des documents qui prouvent que le personnage appartient justement à Sid, au dessinateur, au père. Fait que là, ça, c'est comme ce qui va lancer un peu ce qui a l'air d'être un genre de drame familial qui va peut-être être un peu légal, mais en même temps qui parle du monde du comic book, des créateurs, puis des comparations avec les personnages. Puis j'ai trouvé ça super, super bon, super intéressant. Je suis tout le temps gêné de dire que j'aime ça les drames humains, mais là, c'est un drame humain au sujet d'une affaire de comic book, par exemple. Là, je suis comme... c'est ton sweet spot. Là, mon dos devient droit et je suis attentif. Fait que puis je crois que le premier numéro est disponible gratuitement sur son Substack. Ah, c'est bon ça, donc c'est gratuit, un petit preview. Ouais, puis tu sais, comme tu sais, c'est 22 pages, je pense, ou 23 pages. Là, il est gratuit le premier, puis les autres, il faut que tu sois membre. Mais c'est ça, j'ai googlé Substack Chip Zdarsky, Z-D-A-R-S-K-Y, puis Public Domain, vous allez probablement le trouver comme ça. Fait que moi, je l'ai bien aimé, puis j'ai hâte de voir la suite. Ça va être publié sur papier cet été par Image, mais pour le moment, comme la seule place où tu le trouves, c'est sur son infolettre, puis j'ai bien aimé ça. Nice. Je trouve ça cool qu'en ce moment, tu sais, grâce à Internet, entre autres choses, il y a une espèce de démocratisation de ce que les auteurs de bande dessinée établis peuvent faire. T'sais, ils vont autant travailler sur Batman, Superman, Spider-Man, les gros titres des X-Men ou qu'importe la compagnie pour laquelle ils travaillent, mais en parallèle, ils vont tout autant exceller dans des séries creator-owned que tu regardes un gars comme Chip Zdarsky ou Ed Brubaker. Bon, Ed Brubaker a arrêté de travailler pour les majors, là, mais tout de même, c'est assez impressionnant que maintenant, ils peuvent passer directement aux gens qui sont intéressés par leur shit. Et récemment, avant Noël, on avait parlé de la série Friday de Ed Brubaker. Puis mon Dieu, man, c'est parfait. Oui, ça a été récupéré chez Image, mais initialement, c'est un truc qu'il distribuait puis qu'il vendait tout seul sur son site internet, Ed Brubaker. Puis c'est franchement très, 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 très bon. Ben oui, ben tu sais, c'est vraiment cool que justement, là, tu sais, avant, t'avais le cycle d'un livre, c'est comme, il existe quand il est à ton comic book shop, puis il est sur l'étagère, mettons, cette semaine-là, ce mois-là. Là, ça devient ça plus le trade plus tard. Là, il crée un nouveau système où tu peux avoir juste en numérique en premier, en genre d'exclusivité, tu sais, si tu veux vraiment encourager les créateurs de ça. Puis... mais si t'aimes l'objet aussi, tu peux l'avoir plus tard. Fait que je trouve ça vraiment intéressant. Je trouve ça vraiment le fun que ça s'en va dans ce sillage-là. Fait que ouais, puis je trouve aussi que c'est intéressant que lui, l'histoire qu'il choisit de raconter sur cette plateforme-là, c'est une affaire justement dans le fond sur les droits des créateurs, mais aussi un truc familial, puis aussi comme plein d'affaires. C'est comme vraiment approprié. Fait que non, je trouve ça vraiment cool. Ça s'appelle Public Domain. Puis, je sais pas si ça va être ongoing ou je pense que ça va peut-être être un six-parter ou plus, là, mais en tout cas, je suis là pour la ride. OK. Un autre qui est là pour la ride, puis franchement, sa carrière est franchement très impressionnante. On parle du dessinateur québécois Delaf. Je sais pas si tu as vu l'annonce passer la semaine passée dans les médias québécois. Pas dans les médias québécois, non. Il a fallu que... C'est parce que je suis des fan-groupes de Franquin puis de Spirou sur Facebook. C'est comme ça, moi, que j'ai appris cette nouvelle-là. Je ne l'ai pas vu dans les médias québécois, vraiment. Moi, je l'ai vu sur la presse puis quelqu'un l'a partagé dans le Discord des Mystérieux Étonnants. Nice. Bon, God, c'est donc bien une excellente nouvelle. Delaf, en fait, son vrai nom, c'est Marc Delafontaine. Il faisait avec son ancienne conjointe Maryse Dubuc une série qui s'appelle Les Nombris. Oui. Et c'est une grande série qui existe depuis le début des années 2000, qui était vendue à genre quelque chose comme 2,5 millions d'exemplaires au total à ce jour. Il y a eu une petite pause parce qu'en 2021, le couple s'est séparé, mais on nous a dit du côté du Dupuis que les deux vont reprendre leur activité. En attendant, par contre, Delaf, lui, s'est donné un side project, un petit projet d'à côté. Puis c'est pas un petit projet. Il va participer, ça va être l'auteur derrière le retour de Gaston Lagaffe en album. Donc, dès le 6 avril prochain, là, c'est quand même assez bientôt, il va publier des nouvelles planches dans le magazine
Spirou Magazine, qui sort à chaque semaine. Donc, il va y avoir une planche, il va y avoir des histoires de Gaston Lagaffe là-dedans. Et il va y avoir un nouvel album qui va sortir en Europe le 19 octobre, chez Dupuis également. Ça va s'appeler Le Retour de Gaston Lagaffe. Et on va déjà... ils prévoient un petit peu déjà le coup. Là, ils vont imprimer 1 million d'exemplaires pour le retour de Gaston Lagaffe. Je trouve ça assez intéressant parce que c'est un gars d'ici. Et quand on les invite, souvent les auteurs dans que ce soit les shows de télé ou les médias, disons, plus traditionnels québécois, qu'est-ce qu'on fait? On les fait dessiner. Et je me souviens d'une entrevue avec Delaf et Dubuc qui était allé à Tout le monde en parle, mais il y avait juste dessiné le temps de leur passage. Je suis comme, mon Dieu, Colin, ces gars-là, cette femme-là était encensée en France, puis ici, c'est à peine si on sait ce qu'ils font, malheureusement, mais ça change tranquillement. On l'a vu dans le cadre des Mystérieux Étonnants, l'intérêt pour la BD puis les auteurs québécois change. En fait, ça a drastiquement changé dans les 5-10 dernières années. Donc, il va participer au retour du Buc de Gaston Lagaffe. Ça s'est fait un peu par hasard. Là. Il y a un petit papier qui est sorti dans la presse. Il faut dire qu'en ce moment, il ne peut pas accorder d'entrevue pour le lancement de l'album. Ils ont gardé ça pour vraiment la sortie de l'album à l'automne, pour faire, j'imagine, un buzz. Fait que pour l'instant, il ne peut pas vraiment commenter sur ce qui en est. Il a fait une petite déclaration sur Facebook après que Dupuis l'ait fait. Mais ce qu'on nous raconte du côté des éditions Dupuis, c'est qu'il a participé Delaf, à un album hommage à Gaston Lagaffe en 2017 qui s'appelle La Galerie des Gaffes. Et il a proposé une histoire de Gaston Lagaffe, mais dans le style de Franquin. Ce qui a beaucoup plu aux gens du Dupuis. Ça les a également surpris parce que les autres participants n'avaient pas nécessairement soumis une histoire dans le style de Franquin. Et ça partit un peu la machine. Et c'est comme ça que finalement, il s'est retrouvé avec le contrat de ramener Gaston Lagaffe et que l'album va sortir quand même dans quelques mois, à l'automne prochain. Donc bravo, je trouve ça vraiment génial. C'est très cool. C'est très cool. Il encapsule le style de Gaston Lagaffe, de Franquin. On nous dit que ça va se passer dans les années 70, donc à l'âge d'or du personnage, mais il va quand même avoir des références à ce qui se passe aujourd'hui, dans l'actualité, j'imagine, mais ça va être dans les années 70. Donc, vous n'allez pas voir Gaston Lagaffe avec un iPhone puis des jokes de Mac. Là. On n'est pas du tout là. Et je crois que c'est un grand auteur pour faire suite à un autre grand auteur qui était Franquin, qui a créé le personnage. Donc, bravo à lui. C'est vraiment génial. Bon coup. Puis, je ne suis pas particulièrement intéressé, moi, par Gaston Lagaffe, mais je suis très curieux de voir ce qui va sortir. Moi, j'ai une couple d'albums chez nous. J'aimais beaucoup Gaston Lagaffe quand j'étais jeune, mais c'est parce que moi, parce qu'il faisait comme partie du Spirou Extended Universe. Exactement, avant le MCU, Butter. C'est ça qui m'excitait là, que dans les premiers, qu'il y avait Fantasio, il était là, puis éventuellement, il a enlevé Fantasio, puis il y a Prunelle. Puis... Pourquoi ils l'ont enlevé? Je pense que c'est une fois que Franquin a peut-être arrêté de faire Spirou et Fantasio. Je pense qu'il a arrêté d'avoir Fantasio. Je suis pas franquinologiste, alors ne me cite pas là-dessus, mais je pense que c'est à cause que vers la fin, aussi Franquin, il était assez écœuré de Spirou. Puis Gaston, c'est son affaire pour avoir du fun. Fait que je pense qu'il a voulu enlever Fantasio. Évacuer les personnages. Ouais. Bon. Mais j'ai toujours aimé ça quand il y avait comme... Mettons, dans les histoires de Tom et Genry, à un moment donné, il y en a un avec une référence de Gaston, là, comme on entend Prunelle au loin, puis Gaston, il est encore là, il existe, il est dans le background, ça, j'aimais ça. Puis je l'aime comme personnage, je trouve que le dessin de Franquin, il est juste vraiment écœurant et comique. Puis... mais... Ces personnages-là, pour moi, je les aime beaucoup, mais je suis comme pas ultra précieux à leur sujet. Fait que, tu sais, si c'est pas bon, ben, les originaux existent encore. Exactement, ça va pas effacer les originaux. C'est ça, ça va être correct, ça va être le fun. Là. Fait que j'ai hâte de voir ça. Mais également. Qu'est-ce que tu avais d'autre dans ton stock, Yannick, pendant que tu bois ton bon Coke Zéro? Délicieux Coke Zéro. Oui. Pour une autre bande dessinée que j'ai lu, ben, ça a un peu rapport à ce qu'on a... ce dont on va parler cette semaine. Récemment, sur Marvel Unlimited, j'ai lu la première année de Thunderbolt, qui est écrit par Kurt Busiek, qui a écrit justement Jelly Avengers, et qui est dessiné par Mark Bagley. Puis... ça, c'est 90s, là. Les deux noms que tu viens de tirer. Là. Ouais, non, ben, ils continuent. Ils continuent, hein? Puis, Mark Bagley dessine des pages pendant qu'il dort, là. Il est pas arrêtable. Mais le concept de Thunderbolts, moi, je trouve que c'est un concept qui est écœurant, que ils sont un peu sont éventuellement devenus un genre de version de Suicide Squad de DC, mais dans leur incarnation originale.
c'est un des concepts pis des meilleures idées, je trouve, dramatiques puis de cool de Marvel Comics que j'espère qu'ils vont en faire un film un moment donné, quoi, que ça serait difficile d'avoir comme le punch de Thunderbolts. C'est que tu sais, c'est dans le temps de Heroes Reborn où les Fantastic Four et les Avengers étaient morts / disparus après s'être battus contre Onslaught. Puis ils étaient disparus pour... il était disparu pour mieux revenir. Pour mieux revenir, mais aussi pour être dans le Heroes Reborn de Jim Lee et de Rob Liefeld. Puis, fait que là, les gros héros ont disparu et il y a une nouvelle équipe de super-héros qui apparaît à New York, tout avec des costumes vraiment cool, qui sont là pour essayer de remplir le vide des Avengers. À la fin du premier numéro, on nous révèle que le chef des Thunderbolts, Citizen V, qui est un genre de personnage avec une épée à la Captain America, un héros patriotique, est réellement le baron Zemo. Des Masters of Evil, et que tous les super-héros des Thunderbolts sont tous des super-vilains de Marvel, de tout de même low level, qui sont pas comme justement il n'y a pas de Thanos là, dans le crew, là. C'est des jobbers intéressants qui se font tous passer pour des super-héros pour remplacer les Avengers et avoir accès des accès aux codes de sécurité, puis c'est une magouille, là, c'est manigance. Puis moi je trouve que c'est une idée vraiment cool parce que le reste de l'histoire, c'est des méchants qui font semblant d'être des héros, mais il y en a qui se prêtent au jeu. Puis ils commencent à aimer ça. Fait que ben pourquoi j'en deviendrais comme méchant? Il y a du monde là-dedans, tu sais. Il y a mon personnage préféré, un de mes personnages préférés de Marvel, qui est là-dedans, qui s'appelle Moonstone, qui est sous le sobriquet de Météore, qui est une psychologue avec un power set vraiment normal. La pitch de l'énergie est super forte, puis elle vole, mais elle est super manipulatrice, puis elle essaye de manipuler le reste de l'équipe pour les avoir en sa faveur d'un coup qu'elle décide de s'en virer de bord puis trahir Zemo. Mais Zemo, il est pas dupe, puis il sait ce qu'il a fait, mais en même temps, il la regarde pour essayer d'avoir la main basse sur le reste de l'équipe. Fait qu'il y a beaucoup de drama interne. De drama interne qui est vraiment le fun, que tu sais que t'as pas justement avec d'autres équipes de super-héros. En même temps, il y a une nouvelle héroïne adolescente qui est une jeune fille qui s'est faite sauver par les Thunderbolts, qui, elle ignore leur secret. Fait que là, elle devient comme la mascotte de l'équipe. Et comme, yes, on est les Thunderbolts, c'est le fun. Et fait que j'ai lu la première année, c'est vraiment comme coloré, puis il y a beaucoup d'affaires aussi qu'on va parler dans le Jelly Avengers. Il y a des pages pesantes, là. Des pages pesantes. Plein d'encre. Mais c'est vraiment le fun. Il y a de la créativité là-dedans, il y a de l'énergie, il y a du détail. C'est de la bonne écriture de super-héros classique que Kurt Busiek. Il fait les doigts dans le nez, mais avec des petits twists qui rendent ça plus intéressant, des bonnes twists dramatiques. Fait que j'ai lu ça sur Marvel Unlimited. La série Thunderbolts continue super longtemps, mais j'ai comme juste lu la première année. C'est combien de numéros à peu près pour première année? Douzaine de numéros? C'est une douzaine de numéros. Mais c'est intéressant parce que la prémisse est vraiment différente de comment l'équipe s'est transformée par la suite. Parce que comme tu l'as dit tantôt, c'est devenu un peu le Suicide Squad, les super vilains contrôlés par le gouvernement. Puis c'est comme devenu les Dark Avengers. Dark Avengers, ouais. Ouais, les Dark Avengers, c'est comme une... C'était comme une excroissance de Thunderbolts. Mais ça commence là-dedans. Puis moi, j'ai bien aimé ça. Comme là, je sais que dans la deuxième année, les Thunderbolts qui sont restés, qui veulent être des héros, là, Hawkeye, il rentre dans l'équipe, puis il dit comme moi, j'ai déjà été considéré comme... J'ai déjà été un méchant, mais je suis devenu un Avenger parce que Captain America m'a donné une chance. Là, moi, je vous donne une chance d'être des héros par la suite. Puis il essaie de runner cette équipe-là. Mais bref, moi, je suis Météore for life. Je vais suivre ses aventures, je l'aime. T'as dit que tu l'as lu sur Marvel Unlimited. Es-tu un nouellement abonné au service? Je me suis abonné l'an passé. C'est un très bon... je pense que j'en ai déjà parlé avant, mais c'est un super bon deal. C'est quasiment comme 80-90$ par année. C'est peut-être même moins que ça, en fait. Ça se peut. Puis t'as accès... les comics sont comme... Les comics récents sont comme 4 mois plus tard, mettons.
Ce qui est Mais, ouais, c'est absolument. Là, si tu attends pour le trade, tu peux attendre pour ça. Puis sinon, tu as accès à vraiment toute la librairie, puis du nouveau stock aussi qui rentre des archives à chaque semaine. Puis moi, j'aime bien vraiment ça. Des fois, il me pogne une bulle au cerveau de justement lire du Avengers des années 80. Fait que là, je vais le chercher, puis là, j'en lis une raçade. C'est pour ça, justement, j'ai commencé à lire comme Thunderbolt. C'est comme, hey, dans le temps, j'avais acheté comme les 2 premiers, mais j'avais jamais pu lire la suite. Fait que là, je me suis pitché sur la suite. C'est fou parce que moi, j'étais abonné depuis un bout, puis je pense qu'en parlant, Jake et Simon sont maintenant abonnés à Marvel Unlimited, puis ils ont comme un peu capoté. Là. Ils étaient un peu pris au dépourvu. Là, quand tu arrives devant la quantité de stock qui est disponible quand tu ouvres l'application pour la première fois, c'est assez hallucinant. Mais il y a des auditeurs qui m'ont dit qu'ils s'étaient abonnés parce qu'on a tellement parlé. Écoutez, allez-y avec votre bourse. Je pense que si vous êtes amateur de comic book ou vous êtes même juste curieux, mais vous ne savez pas par où commencer puis vous ne voulez pas vous lancer dans un achat de trade ou Dieu sait de single, c'est une très bonne option. Une très bonne option pour aller comme juste fouiner. Aller saigner. Ils ont aussi des guides de personnages aussi qui sont intéressants. Fait que tu vas écrire un personnage, puis il va te donner une sélection. Aussi, ils font ça avec certaines séries qui vont sortir, comme Moon Knight qui s'en vient bientôt. Ben là, il y a comme un onglet Moon Knight, puis là, tu cliques dessus, puis là, tu vois. D'ailleurs, j'ai lu... vous avez parlé de Moon Knight récemment, de Jeff Lemire. Oui, Jeff Lemire, c'est super bon. Mais moi, c'est ça, j'ai lu la run de Warren Ellis auparavant qui a prédaté ça un peu, puis aussi la run de Bendis que j'aime beaucoup, mais qui a pas... c'est pas dans le best que Bendis a fait. Non, c'est pas le meilleur, mais c'est bien. Mais j'ai aimé ça pareil, je trouve ça le fun. Je pense qu'il a fait ça un peu avant les X-Men ou avant de s'en aller. Tu sais, on dirait avant de quitter là, Bendis, là, Marvel, on dirait qu'il a essayé de vouloir toucher à tout. Là. Ouais, ben, j'imagine que c'est ça. Tu sais, ben, il y a tellement eu de succès comme right out of the gate que tu peux pas comme être Marvel, tu peux pas prendre la chance de pas lui donner une run de X-Men, voir s'il va pas répliquer ce même succès-là. C'est intéressant, sa run de X-Men. J'en ai lu une bonne batch il y a une couple d'années. J'aimerais ça y retourner. Mais je t'avais déjà parlé à l'émission du podcast Cérébro de X-Men, qui est fait par Connor Goldsmith, qui est un homme gay qui parle justement de homo supérieur. Un homo qui parle de homo supérieur, c'est ça le tagline de l'émission. Je pense que c'est ça qu'il dit, hein, c'est le tagline du podcast. Puis, bref, tu sais, il disait comme la run de Bendis est pas ma préférée, mais il disait aussi qu'il a tout de même fait des gros moves comme rendre officiellement Iceman gay. Puis là, il dit il y a juste un writer avec la puissance de Bendis à l'époque qui pouvait faire des moves de même. Fait que même si c'est pas le best de X-Men, il a tout de même poussé plein d'affaires à des bonnes places. Mais ça, je me souviens quand je l'ai lu, ça m'avait tellement épaté parce que c'est le jeune Iceman revenu du passé qui est maintenant dans notre présent, qui réalise qu'il est homosexuel, mais celui qui est de la continuité, disons... moderne, lui, il n'a pas encore réalisé son homosexualité, puis il y a comme une dualité qui se crée entre les deux personnages. C'est hallucinant, c'est juste Bendis qui peut penser à des affaires de même. Ouais. Bendis, d'après moi, il y a un chapeau dans lequel, tu sais, comme à Trois-Bières, là, il y a des idées dedans, là, puis là, il va piger de quoi, il va le brasser, il va piger de quoi, il va dire, bon, ben, on va me lancer là-dessus avec les Avengers, tiens, on va faire ça. Ouais, ben regarde, des fois ça marche, des fois ça marche moins bien, mais non, c'est ça, j'ai justement avec Marvel Unlimited, ça permet ces sauts-là. C'était comment le X-Men de Bendis? Moi, checker ça. Moi, là, je vais en lire une coupe avant de me coucher sur l'iPad, puis ça me sert, ma foi, fort bien. Excellent. J'apprécie ça pas mal. Ouais, ben allez jeter un coup d'œil à Marvel Unlimited. Je pense que vous n'allez pas déçu. Moi, je considère de plus en plus à couper des titres que j'achète à chaque mois parce qu'à un moment donné, c'est des dépenses puis le papier augmente. La valeur des bandes dessinées augmente. Puis je suis peut-être plus dédié cet argent-là à justement des services d'abonnement comme Marvel Unlimited, puis d'acheter des trades qui sont plus disons spécifiques ou une run d'un auteur que j'aime particulièrement. Donc acheter en gros, mais peut-être une fois au lieu d'acheter un trade à chaque mois ou à chaque 3 mois, parce qu'à un moment donné, ça devient extrêmement cher. Puis on en a parlé avant l'émission, hein, mais Chris, qu'est-ce qu'attendent DC Comics pour faire en sorte que le service Unlimited de DC soit disponible au Canada? Je ne comprends pas ce qu'ils attendent. On ne sait pas. Là. On veut vous donner votre cash. Là. On veut nous donner notre pauvre cash canadien. Là. Allez. Des fois, là, je suis comme, moi, je veux lire Teen Titans.
originales là, de George Perez. Là. Les Teen Titans sexy, je veux les lire. Je veux les lire, mais je peux pas. En fait, je les ai achetés sur Comixology, mais là, Comixology, c'est Amazon. Ouais, mais ils ont tellement comme détruit le Qu'est-ce qu'ils ont fait? L'écosystème est pété, c'est ça? Ouais, ils ont tout pété. Regarde, ça fait une couple de semaines que je peux aller, alors ils ont peut-être réparé certaines affaires, mais ils ont tout changé le storefront. C'est maintenant juste devenu une page Amazon. Mais ça fait depuis 2014 que Amazon a acheté Comixology, mais il n'y avait rien changé. Mais tu vois, moi, avant, justement, j'allais sur Comixology pour le fun. Je suis comme, voyons, quel comic des années 90 qui est comme juste 99 cents que je peux peut-être acheter comme pour le fun puis voir comment c'était, tu sais. Là, à cette heure, tu peux plus browser vraiment les livres comme tu pouvais sur Comixology. Faut vraiment à cette heure que tu aies dans le storefront d'Amazon que tu écrives je veux ce livre. En version Comixology, genre. Ouais, je veux Until My Knuckles Bleed numéro 2 qui est sorti cette semaine. Clique, je l'achète là, au lieu de juste te promener puis laisser ton œil être séduit par. Mais c'est donc bien une grosse erreur parce que ça, ultimement, ça va leur coûter des ventes. Ben, c'est terrible, sérieux. C'est non seulement c'est terrible, mais le lecteur aussi sur le iPad, il n'est pas très bon. La façon aussi que, tu sais, sur Comixology, tu avais aussi... mettons, tu avais une liste, voici tous les livres que tu as achetés mais tu n'as pas encore lus ou ceux que tu lis plus souvent. Il y avait plein de listes ordonnées comme ça qui sont toutes disparues. C'est vraiment là du gros chiage dans le lit, là, ce qu'ils ont fait. Là. Parce que même quand tu lis Unlimited, puis j'ai quand même des critiques sur l'application et des choses pour moi qui sont pas tout le temps claires, souvent on va te proposer de suivre la série ou suivre le personnage ou si tu as aimé ça, tu vas peut-être aimer ça. Et ça a souvent rapport, là, c'est pas n'importe quoi. Mais il faut à chaque fois que tu passes par l'interface d'Amazon, dans le cas de Comixology, mais là, on te présente plus d'options. Là. On fait juste dire, il faut que tu saches exactement ce que tu veux pour le trouver, puis jamais on va te proposer rien d'autre. C'est vraiment bizarre comme stratégie. Ils n'ont pas réfléchi à leur truc, je pense. Ben, en tout cas, j'étais pas là, mais c'est un petit peu bizarre. C'est rough à Montazon, puis je sais pas ce qui est arrivé, mais du côté des Américains, il y avait DC Universe Online, DC Universe qui existait. Tu pouvais écouter des séries là-dessus, tu pouvais lire justement des comic books. Puis ils l'ont fermé pour éventuellement ramener les séries du côté de HBO pour que tout soit sur HBO Max. Mais je sais pas si le service est encore disponible de lecture de comics aux États-Unis. Ça, je sais pas. Je pense que oui, mais d'une façon ou l'autre, je me sens tellement niaiseux quand je vois sur Twitter faire comme @DC Universe, pouvez-vous être au Canada, s'il vous plaît? Tu le fais-tu pour vrai? Est-ce que t'es gosses de temps en temps? Je pense que je l'ai déjà fait. Puis j'ai peut-être déjà écrit un email. J'ai comme, regardez les amis, je le veux, là. Exact. Il y avait peut-être des affaires de droit pour les séries, mais il y a probablement pas des affaires de droit pour les comics. Ben non, ils ont ces droits-là. Motadine, laissez-moi tout lire. Mettons, pendant un bout, j'aurais lu la run originale de Suicide Squad là, de Jonas Strander. J'aurais aimé ça, là, avant que le film de James Gunn sorte, là, ou une affaire de même. Ou tu sais, juste, mettons, si tu veux lire toutes les Crisis on Infinite Earth, puis les séries dérivées liées à ça, ou Infinite Crisis, ou tous les événements de DC qui ont eu lieu, puis Dieu sait qu'il y en a eu, ben, tu sais, comme faites des listes curatées, puis des timelines, puis on va commencer à suivre, puis on va l'acheter, votre application. J'ai dit, moi, je veux lire chronologiquement tout le Superman des années 80-90, début 2000, là. Moi, je veux tout le lire, là. Je vais vous le donner, mon argent, là, pour que je puisse le lire. Ce que tu devrais faire, man, tu devrais marquer Yannick Bazile, Olivier Dominated à Twitter, genre. Ouais. Tu sais, puis les autres, ça va les... Twitter, premièrement, un crochet bleu, s'il vous plaît, histoire d'importance. Deuxièmement, là, c'est là que j'utilise le crochet bleu pour faire « Hey, DC, envoie-moi un lien secret où que je peux tout aller chercher dans les archives. » Parce que j'ai une de mes amies qui, dans le temps, elle travaillait pour Wonder Games. Pour vrai, OK. Elle disait genre « Ah ouais, on a comme un genre de lien... » Pour les recherches? Un genre de lien ou un genre de comixologie spéciale interne où on avait accès à toutes les comics de DC, toute la librairie, on pouvait le lire pour de la recherche puis des choses de même. Je suis comme, ça. Fait qu'il y a donc une archive quelque part qui existe. Là. Parce que ça fait partie aussi de la job. Là. C'est pas évident, là, curater tout ça. Mais donc, il y a une partie de la job quelque part qui est faite. Ils n'ont pas de raison. Je comprends pas. D'ailleurs, tu sais, je sais pas si tu as vu, mais il y a Gotham Knights qui s'en vient du côté de Warner Brothers Montréal. Oui. Tu sais, c'est centré sur des personnages de la Bat Family quand Batman est décédé, puis ça se passe dans Gotham City. Puis je pense pas que c'est lié à la trame narrative de
Batman Arkham, là, je pense pas que c'est lié Non, à non, ça du tout, là. c'est comme leur propre affaire développée autour d'un style de gameplay différent aussi. Je pense que c'est surtout parce que, tu sais, les jeux de Arkham, ça va tout être les jeux genre avec ce gameplay-là vraiment particulier. Là, je pense que c'était juste comme, on prend un autre gameplay avec des personnages de Batman, fait qu'il crée comme un deuxième Bat-univers pour ce style de gameplay-là. Et ces développeurs-là ont eu accès à des comic books, là, je peux pas croire. Là. Tu peux même changer les costumes. Là. Il faut que tu sois très, très geek pour savoir que le Red Hood a eu genre 10 000 versions de son costume. Fait que, puis que tu peux le changer. Fait que ce monde-là avait accès du matériel de recherche. Des fois, les gens ils te donnent accès. Là. Je te dirais, mettons que moi, j'ai travaillé sur un jeu qui est basé sur une grosse licence récemment. Je peux pas dire, par exemple, qu'on a eu des méga accès à des grandes... à ces ressources-là. Mais écoute, c'est pas grave. Moi, je voulais faire les devoirs. Fait que je les ai fait pareil. Est-ce que ça implique de la pizza, des adolescents et des tortues? Ou oui, ça implique ça. Mais tu sais, en même temps, pas eu tant de recherche à faire que ça, vu que c'était assez gravé dans mon esprit. Ben oui, écoute. D'ailleurs, il sort quand, ce jeu-là? Ah, ça, je ne peux pas le dire. Ah, tabarnak, je me suis essayé. Mais c'est en 2022. Je peux dire que c'est en 2022, mais la véritable raison aussi, c'est que vu que le jeu est développé par un studio indépendant, les studios indépendants, c'est vraiment difficile pour eux de pouvoir aller dire à Nintendo ou à Sony comme « Hey, on peut-tu sortir cette date-là? » Quelque chose que ces compagnies-là font avec les gros studios. Là. Mettons, Ubisoft dit « En novembre prochain, il y a un nouvel Assassin's Creed. » Nintendo puis Sony font comme « OK, cool. » Go. Ben, comme quand tu parlais pour l'impression, dans notre pipeline de certification, il va y avoir le spot pour vous pour certifier le jeu en novembre. Oui, puis c'est un processus, ça aussi. Ça prend du temps. Oui. Faut que tu passes ton jeu à travers leurs tuyaux à eux autres. Exact. Puis s'il passe pas à travers les tuyaux, il ne sort pas. Fait que, puis la compagnie doit payer un montant afin de leur passer dans les tuyaux une fois qu'il est réparé. Oh my God. Mais justement, avec un studio dépendant, par exemple, comme tu peux pas faire ça, là. T'as moins de pression. Fait que faut que tu dises comme « Hey, est-ce que vous le prenez? » Puis là, ils sont comme « Ah ouais, on le prend. » Puis là, ils te disent si ça marche ou si ça marche pas. Fait que c'est pour ça que, dans le fond, on a comme pas de date pour Turtles parce que, vu qu'on a un petit studio, on peut pas pin down une date à cause qu'il est trop petit. Bon, ben à bientôt. On va en parler anyway quand ça va être annoncé. Puis moi, j'ai bien hâte de jouer à ce jeu-là. Ça a l'air d'être un love project. Je vais te dire que j'ai pu jouer à une version plus achevée récemment. Et j'étais très content du résultat. Hey, attends, on n'a même pas dit le titre du jeu. On parle comme en métaphore de... Oui, de Teenage Mutant Ninja Turtles Shredder's Revenge. Voilà. Que j'ai scénarisé ou / co-scénarisé. Parce que j'ai pas inventé les Turtles, dans le fond. Là. Fait que, j'ai pas inventé aucun de ces personnages-là. Alors, je trouve que c'est correct de dire que j'ai co-scénarisé plutôt que scénarisé au complet. Tu fais partie des auteurs qui ont travaillé ces Turtles comme Eastman et compagnie. Écoute, ça va être sur ma tombe. Clair, man. Et je suis très content. Yes, excellent. Une autre affaire, moi, qui me rend très content, c'est une annonce de casting qu'il y a eu la semaine passée du côté de THR, The Hollywood Reporter. Puis je trouve ça me fait sourire parce que j'ai eu la chance de le rencontrer il y a quelques années. C'est un homme très charmant qui a marqué l'imaginaire de plusieurs cinéphiles depuis des années. On parle de Christopher Lloyd, qui a incarné bien sûr plusieurs personnages. Là, il a joué bien sûr dans Adam Family, il a fait plein de trucs. Le méchant dans Roger Rabbit, mais on le connaît surtout pour le personnage de Doc Brown. Ça, c'est ce qui va être écrit sur sa tombe quand il va décéder. Mais en espérant que ça ne soit pas demain, parce qu'il était encore très, très, très actif. THR a annoncé qu'il va faire partie de la distribution de la 3e saison de Mandalorian, la série de Disney+, qui se base dans l'univers de Star Wars, bien sûr. Il va avoir un rôle guest star. Donc, c'est un rôle qui ne sera pas nécessairement présent à chaque semaine. Ça peut être un rôle qui apparaît juste une fois ou un rôle récurrent, ça dépend. Mais il travaille encore, Christopher Lloyd, malgré son âge avancé. Et on l'avait vu d'ailleurs l'année passée dans The Nobody. Oui, je l'ai vu ce week-end, justement. Comment t'as trouvé ça? Moi, j'ai adoré ce film. J'ai trouvé ça bien, mais j'ai pas aimé ça autant que j'aurais voulu parce que je trouve que c'est comme... je trouve que l'histoire est comme assis entre deux chaises, mais Bob Odenkirk est tellement bon que lui, il amène tout ça avec lui. Puis ça fonctionne super bien. Avec Better Call Saul, je pense que le monde qui a vu l'émission savent qu'il était déjà un leading man. Mais ça demeurait surprenant de voir qu'il était comme un leading man d'action. D'action à son âge. Assez qui casse de même. Là. Puis,
Moi, ce qui m'a surpris, si je ne le savais pas, c'est que Bob Odenkirk vient de l'humour. Il faisait de l'humour à la base. C'était pas... Oui, ben, il était writer à SNL dans le temps, puis il a fait Mr. Show, qui est comme son super show de sketch qui a mis au monde plein de writers, puis d'humoristes, de comédiens intéressants, de alternatifs des années 90 qui font encore des affaires vraiment cool maintenant, comme Paul F. Tompkins ou Scott Aukerman. Ah oui, puis David Cross aussi. C'était Mr. Show with Bob and David, là, fait que ils étaient co-vedettes ensemble, mais c'est lui qui écrivait beaucoup. Fait que non, c'est lui, ça, il y a son autobiographie ou son mémoire qui sort bientôt. Wow! Qui s'appelle Comédie, Tragédie. Comme sa carrière. Oui, comme sa carrière, justement. Et j'ai très hâte de le lire. Je me rappelle, tu sais, c'était quoi? C'était l'an passé quand il y avait eu un malaise cardiaque. Puis on dirait que c'était la seule affaire qui avait rassemblé les médias sociaux. C'était comme... Bah! Ça puis quand Rick Moranis s'est fait attaquer de façon gratuite à New York en 2020, ça, là, le monde a fait comme wow, là, relax 2020. Là. On le trouve le coupable puis on le gonne dans... Ouais. Bon, on va revenir à justement Christopher Lloyd qui va faire partie, pas de ça, mais qui a fait partie du film avec Bob Odenkirk, et là qui va faire partie de Mandalorian saison 3. Puis les guest stars, il y en a eu beaucoup dans les 2 saisons de Mandalorian. Des bons rôles, des bons personnages. Timothy Olyphant, lui, si on parle de sexy motherfucker, on en a un. Là. Écoute, moi, je suis en train de faire mon rewatch de Justified, là, puis je suis très heureux. Et voilà. Je suis en train de... Je fais mon rewatch de Justified, je lis les livres originaux de Raylan Givens. Avec ça a inspiré la série? Oui. En fait, il y a un livre qui a inspiré la série. Les autres, ils ont pris des bouts pour les épisodes. Puis en fait, un troisième... Elmer Leonard a écrit un 3e livre qui s'appelle Raylan, parce qu'une fois qu'il a vu l'émission, il a fait « Hey, c'est fucking bon. Il est vraiment bon, lui. Je vais écrire... » Il a comme fait du fanfiction de Justified, même si l'histoire vient de lui originalement. Avec Timothy Olyphant en tête. Ouais, c'est ça. Comme là, puis le personnage, dans un livre original qui s'appelle Pronto et A Ride de Rap, il est comme... Son personnage est un peu plus goofy, mais à un moment donné, il devient laconique. Ben, pas laconique, mais il devient comme badass cowboy, comme il est dans Mandalorian, puis comme dans la série. Puis là, quand ça arrive, c'est comme, oh, Chris, là, ça marche, là, c'est cool. Mais Timothy Olyphant, c'est fucked up. C'est le genre d'acteur qui a toujours eu, en fait, une carrière à Hollywood, mais les gens se souviennent surtout de lui pour Mandalorian puis Justified. Mais il a été dans Scream 2. C'est un des personnages principaux de Scream 2. Il a fait plein de films dans les années 90. Il a tout le temps été actif. Il a tout le temps été extrêmement actif. Mais c'est pas le premier leading man auquel que tu penses. Quand tu parles d'Hollywood, les grandes stars, mettons. Ben, on dirait que selon sa carrière, il a de l'air de quasiment juste faire les affaires qu'il tente. Fait qu'il saute pas sur n'importe quoi. Puis, mais comme je me rappelle, j'avais vu en entrevue, quand il avait fait Hitman, il a fait comme, ouais, ça là, c'était... Il l'a dit après, j'ai bien aimé tous les gens que j'ai rencontrés sur ce projet-là, mais il m'a dit que ça, c'était un choix qui était un choix d'argent. Versus... Ah oui, il l'a dit comme ça. Ouais. Un autre qui n'est pas un choix d'argent, mais qui est avec nous autres, c'est Laurent Boutin qui vient, qui vient de se joindre à nous. Salut Laurent. Quoi? Je suis pas un choix d'argent? Non, t'as un choix d'amour. De passion. Oh, oui. Allô, salut, ça va? Hey, ça Laurent, va, vous autres? Oui, il y a comme nouvelle, Benoît il avait amené les nouvelles du retour de Gaston Lagaffe. Qu'est-ce que tu penses de ça? Ah oui. Ah! Ben là, vous scoupez déjà mes nouvelles. On va en reparler tantôt d'abord, si tu veux. On va garder ça d'abord. Non, j'ai des avis. On peut en parler tout de suite. OK. Ben, je vais juste finir ma nouvelle, puis on va aller avec toi après. Donc, dans les guest stars de Mandalorian, Timothy Olyphant, on a Amy Sedaris, Werner Herzog qui a participé, Nick Nolte quand même, Sasha Banks, man, qui a participé aussi. Et maintenant, bientôt, Doc Brown, on parle de Christopher Lloyd dans la 3e saison. Ben oui, il va se joindre à la série. Donc, c'est un retour plus tard cette année, voire 2023. Quel genre d'archétype western Christopher Lloyd devrait-il jouer? Il ferait un très bon croque-mort. Ouais, hein? Ouais. Ouais. Oui, tellement. Ouais. Ou un genre de pasteur là, qui tient toute une petite communauté sous son joug un peu, genre. Ah ouais, je ça, le vois. c'est des astis de bons choix, ça. J'espère que ça va être ça. C'est ça, on va être super déçus. Les deux. Faisons les deux. C'est un gars croque-mort qui a une congrégation, puis c'est aussi un barman.
Parce que. Tout est bon. Finalement, Tout est ça va juste être un droïde. Il va faire boum, 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 ça va être fini. Genre. Ben, on pense que Kumail Nanjiani, son personnage dans Obi-Wan, c'est le fameux androïde qu'on voit dans la bande-annonce rapidement. Il fait une voix pour le personnage. Lui aussi, j'ai pas c'est regardé. un acteur qui a une belle trajectoire de carrière. Là. Mhm. Kumail Nanjiani, là. Chic type, vraiment drôle, puis maintenant, une belle carrière dans Star Wars et dans Marvel. Qu'est-ce que tu veux de plus? Qu'est-ce que tu avais, là, justement, toi, Laurent, tu faisais un petit tease par rapport à Gaston? On en a parlé. Ben en fait, c'est que, ouais, il y a le festival de BD d'Angoulême, mais il y a plein de nouvelles, dont plusieurs de comebacks, dont celui de Gaston, Mhm. pour lequel moi j'avais signé. Non, je ne l'ai jamais signé. Il voulait me faire signer une déclaration de genre, hein, on a de quoi à te dire, mais il faut pas que t'en parles. Qui a dit ça? Qui t'a dit? Monsieur Dupuis? Non, c'était le distributeur ici. OK. Puis moi, j'étais comme, moi, j'ai vraiment une grande gueule, fait que dites-moi les pas. Moi, je signe pas ça. Mais t'as su que ça n'a pas de ça après? Ouais. Ah. Mais j'ai su me tenir. Mais je sais pas. Qu'est-ce que vous disiez avant? Ben, on se demandait Pour, pourquoi. contre? Ben moi, j'ai aucun problème. Puis tu sais, même si je serais contre, on n'en a rien à foutre. Là, je veux dire, tant mieux là, qu'ils proposent C'est sa vrai, lecture. ça. Là. Mais en fait, je me posais la question, sais-tu pourquoi, à un moment donné, on a fini par retirer Spirou, et pas Spirou, mais Fantasio des histoires de Gaston? Ou y a-t-il une raison autre que droit d'auteur? Ou Yannick émettait la théorie que c'est parce qu'il était tanné de devoir dessiner des personnages de Spirou. que Franquin, il arrêtait de faire Spirou et Fantasio, fait que tu m'as pas gardé Fantasio dans Gaston, m'a enlevé de là ou quelque chose de même. Là. Ouais, c'est une bonne question. Je sais pas exactement. Je pense que effectivement, Franquin, à la fin de sa run de Spirou, il avait vraiment hâte de passer à d'autres choses. Fait qu'il peut y avoir de tout ça. Mais il peut y avoir une question de droit aussi. Mhm. Comme, tu sais, je pense que pendant qu'il faisait les deux, c'était ça qui était. Mais tu sais, comme là, Gaston a appartenu pendant longtemps, pas à Dupuis, mais comme à Marsu Productions, en tout cas, de Ouais. Marsupilami aussi. Fait que tu sais, il y a bien des affaires avec Franquin, qu'est-ce qui est quoi? C'est comme Marvel puis les X-Men, là, que genre, il y a un Quicksilver qui peut pas s'appeler de même des Avengers parce qu'il appartient aux X-Men, mettons. Mais j'avoue que j'ai pas tous les détails de ça. Mais là, toutes ces créations-là de Franquin sont revenues au bercail chez Dupuis il y a une couple d'années. Là. Fait que, ce qui a permis un retour du Marsupilami dans une aventure. Ben, Spirou écoute, aussi, nous, on puis l'attendait, le Marsupilami, depuis un bout. Là. Moi, je me souviens là, de la vallée des damnés, Laurent, où est-ce qu'il y avait une case Ouba. Ouba, puis non, il est revenu. Non, c'était un genre de... C'était un piège. Un piège, c'est ça. Vallée des damnés, là, tout de même, pas pire heavy pour un public. Toute la famille, je trouve. Hey, moi, je l'aimais pas quand j'étais jeune, celle-là. J'étais comme, voyons, mais c'est... Il m'a traumatisé, moi, quand j'étais jeune, cet album-là. On parle de quoi? C'était Spirou qui allait... Non, c'était Fantasio qui allait écraser Spirou avec une roche. Ouais, parce qu'il s'était fait piquer par un moustique, puis là, il était comme en train de virer fou. Fait que là, il criait Fantasio Magazine, puis là, il voulait le tuer. Moi, c'est bon, pareil. Depuis ma tendre jeunesse, des histoires où les amis des héros sont revirés contre eux, je trouve ça encore vraiment troublant et cauchemardesque. Je trouve que ça... la première affaire qui m'a pogné de ça, c'est comme un two-parter du cartoon de G.I. Joe, qui est basé sur le prisonnier, où Shipwreck est comme dans une fausse ville où tous les G.I. Joe sont retraités. Puis à un moment donné, ils se revirent contre lui, puis ils veulent se battre contre lui. Puis j'étais comme, tes amis qui te veulent du mal, c'est le pire cauchemar possible. Puis quand il y avait ça dans Vallée des Bannis, c'est ça, il y a tellement comme... Des damnés. Des données. Il y a tellement du désespoir là-dedans d'être perdu dans la jungle, puis ton ami veut te tuer. Là. Puis là, justement, que le tease du Marsupilami, t'es comme, au moins. Ça va mieux aller. Ça n'a aucun sens, mais au moins le Marsupilami va être là. Puis non, c'est un petit gros hippopotame. Hippopotame qui fait Ouba. Merveilleux. C'est ça, hallucinant, genre qu'on est tous des gars, trentaine, quarantaine, qui ont été marqués par cette page-là qu'on l'a lu quand on avait 10 ans. C'est ça la pire affaire qui nous est arrivée. Parce que tu sais, c'était pas le vrai Marsupilami, c'est un hippopotame. Bon. Mal vécu ça. Mais qu'est-ce que t'avais... Oui, la fois, je me demandais que justement à Laurent, c'est que, mettons, toi, le retour de Gaston, t'es-tu précieux face à ça, comme que si c'est pas Franquin, c'est pas du vrai Gaston ou. Sérieux, là. Moi, honnêtement,
bon, je comprends les gens qui sont comme il voulait que Gaston, ça reste juste lui, puis tout. Après, il a vendu ses droits, dis-je, à Dupuis, fait que eux, ils en font bien ce qu'ils en veulent. Moi, tu sais, comme Ben, il dit souvent, ça va pas annuler les Gastons de Franquin. Non, c'est ça. En fait, moi, je suis plus déçu de l'autre bord, tu sais, je suis comme ça, je trouve ça plate parce que c'est Delaf qui va reprendre Gaston, puis Delaf, j'adore ce qu'il fait, j'adore les nombris, je trouve que c'est une des séries jeunesse les plus edgy, puis audacieuses, puis bien écrites qu'on a eues dans les dernières années, puis là, je trouve ça poche les dessinateurs que j'aime qui s'en vont singer d'autres dessinateurs. J'ai utilisé le mot singer, c'est super méprisant, là, je veux dire. J'ai vu les dessins. Il fait une très bonne job. Oui. Mais on a compris ce que tu voulais dire. Là. Pour moi, je trouve ça moins intéressant que ce qu'il ferait. Sûrement que il va faire beaucoup plus d'argent avec ça que ce qu'il ferait. Mais ça a l'air d'un labor of love. Là, oui, mais non, nul doute qu'il va triper à faire ça. Mais je suis comme. Puis, moi, c'est la même chose. Mettons, il y a des dessinateurs qui font Blake et Mortimer maintenant. Puis, je trouve ça, je veux dire, ils font une bonne job de imiter le style de Jacobs qu'il faisait à l'époque, mais moi, ça m'intéresse pas de voir ça. Je veux dire, je les aime en tant que dessinateur quand ils font leurs affaires de leur bord. T'sais. Ce qui te déçoit, en fait, c'est parce qu'ils se consacrent à d'autres projets. Tu risques de voir moins du travail original ou des propriétés originales d'eux. C'est ça qui te déçoit. Ben oui, puis je trouve ça... je veux pas être... trop rough. Comme mes limites, je vais dire ça entre guillemets, mais du gaspillage de talent, de faire une énième reprise de quelque chose qui existe déjà plutôt que leur propre affaire. Pour que les gens qui n'écoutaient pas en live, Laurent a fait des guillemets radiophoniques, juste pour être certain que vous le sachiez, parce qu'il est pas mauvais. Tu vois, moi, je suis de l'école aussi que si c'était pour faire une suite, j'aime bien par ou d'après telle œuvre. Tu sais, moi, les Tintins, là, tout le monde sait qu'Hergé, il est mort depuis... je sais pas. Quoi? Oui, il est mort depuis un maudit bon bout de j'apprends ça de même. Je l'attendais, moi, l'Alfort. Retiens pas ton respire, parce que... Je pense que qu'est-ce qu'il faisait. Mon premier festival de BD, quand j'avais genre 13 ans, puis que j'étais allé à Québec pour la première fois, puis là, c'est mon père qui m'avait amené, puis là, il criait des rangées. « Hey, Hergé, es-tu là? » Puis j'étais comme « Oh non. » Ah non. Il faisait-tu exprès ou quoi? Oui, il trollait. Ah mon Dieu. Ton père, c'est un troll de congrès. Ouais. Ben, c'est ça. Écoutez, vas-y, mon Laurent, qu'est-ce que tu as de ton bord? Ben, on va rester dans la même lignée parce que Dupuis, encore eux, ont aussi annoncé un autre comeback que celui de Gaston. Un peu moins big, mais qui m'intéresse une coche plus, c'est le retour de Soda. Oui, Soda qui va revenir, pas sous forme de Pog, mais en... Non, mais quasiment. En fait, Soda, bon, pour ceux qui ne sont pas familiers, c'était une série qui avait, moi, que je lisais dans Spirou quand, justement, j'étais en 6e année, qui mettait comme une des séries les plus adultes qui passait dans Spirou, qui mettait en scène, c'était un policier à New York, mais il s'habille en prêtre parce qu'il reste avec sa mère qui est cardiaque, puis il veut pas qu'elle ait peur pour lui, fait qu'il fait croire qu'il est curé. Un curé. Puis là, toute la série est basée là-dessus, sur genre son identité secrète de curé. C'est vraiment comme un drôle de concept là, de genre Spider-Man-esque, mais avec pas de super pouvoir. Là. C'est juste vraiment, faut pas que sa mère s'inquiète pour lui. C'est vraiment bon. C'était vraiment bon. C'est une série que j'affectionne beaucoup. Mais là, il y a eu 12 albums. Il y a eu un super gros gap de temps. Il y a eu un 13e après plusieurs années. Avec un nouveau dessinateur qui s'appelait juste Dan, mais par le même scénariste, Philippe Thome, qui est décédé depuis. Puis là, il annonce un comeback de cette série-là avec le dessinateur précédent, donc Bruno Gazzotti, qui a dessiné les albums genre 3 à 12, donc pas mal l'essentiel de la série, puis avec Olivier Boquet au scénario, qui écrit déjà une série dans Spirou, mais que nous, peut-être, on connaît plus pour avoir fait... La colère de Fantomas avec Julie Rochelot, la Montréalaise, chez Dargaud. Fait que c'est ça. Là, c'est comme une série spin-off. Ça va s'appeler Soda 80s. Ça va se passer dans les années 80. Fait que j'ai l'impression peut-être plus jeune Soda, peut-être de retrouver une vibe New York sale avec pas de cellulaire puis tout. Là, je pense que c'est un peu ça le but. La série originale se déroulait quand?
Ben, t'es comme... C'est comme intemporel pour moi. Real life, tu sais. Ouais. Ça a commencé dans les années 80, fait que, tu sais, je pense qu'ils vont retrouver cette vibe-là, mais comme effectivement, c'est intemporel, ça se passait tout le temps de nos jours. Maintenant, je refais des guillemets radiophoniques, tu sais. De sorte que l'album numéro 13, justement, c'était vraiment un truc là, plus... où ce qui pourchassait dans New York un terroriste qui mettait une bombe dans un train avec des caméras de surveillance pour la reconnaissance faciale, puis tout, comme c'était super actuel comme truc, là, alors que les premiers, c'était vraiment... si je me rappelle, le volume 2, il se trouvait une job-in avant d'être policier, où ce qu'il écrivait des polars cheap à dactylo, genre... Fait que il a quand même bien vieilli, mais là, je pense qu'on va retrouver cette vibe-là. Un peu moins dans les nouvelles technologies, puis un peu plus le New York gritty qu'on aime tant. Ah, c'est une bonne nouvelle. Très bonne nouvelle. Ouais. OK. Cool. Yannick. Oui, c'est ça. Dans mes trucs aussi que j'ai lus récemment. La semaine passée, il y a eu le premier numéro de Batman Superman World's Finest. Qui est dessiné merveilleusement par, à mon avis, une nouvelle superstar du comic book américain, même si lui, il n'est pas américain, Dan Mora. Et c'est comme officiellement le retour de Mark Waid chez DC Comics. Oh. Alors, il écrit une série, justement, d'aventures de Batman et Superman. J'ai juste lu le premier, puis tu sais, c'est du team-up de super-héros bien classique, bien clean, bien fait. Comme Mark Waid, il y a vraiment le secret de tout ça. Ça se passe dans le passé, fait que ça ne concerne pas la continuité en ce moment de Superman avec son fils, puis qui est Superman lui-même, puis toutes ces affaires-là. Fait que c'est vraiment comme du Superman puis du Batman classique. Ce qui est vraiment, comme j'allais dire, ce qui est vraiment écœurant, c'est l'art de Dan Mora là-dedans. Dan Mora, il fait aussi Once in the Future avec Karen Gillan. Puis il y a vraiment comme un look classique, très fresh, comme d'art, de licence de DC, de version iconique, idéalisée de ces personnages-là, mais avec comme une stylisation vraiment plus moderne, un peu manga-esque en même temps, qui est vraiment, vraiment cool. J'ai hâte de le voir devenir de plus en plus gros. Puis je trouve que, tu sais, quand tu vois sa version-là de ces personnages-là, t'es comme, il devrait être tout le temps dessiné de même. C'est à ça qu'il ressemble quand je ferme mes yeux. Puis c'est ça, je l'ai lu cet après-midi. Il est sorti la semaine passée. C'est vraiment le fun. Ça réinvente pas la roue, mais c'est juste une maudite belle roue bien faite, pareil. Là. J'imagine que c'est le genre de truc qui va... une fois que... il va y avoir un 6-parter, puis il va y avoir ils vont rencontrer plein d'autres personnages de DC, puis ça va être un bon trade que tu peux donner à quelqu'un qui connaît pas les personnages. Tu veux connaître les personnages, c'est ça. Il y a un petit caméo de Doom Patrol dedans aussi qui est sympathique. Mais c'est vraiment bien fait. Fait que si tu veux, justement, du bon super-héros 101, sans être lié à une trame temporelle quelconque. Exactement. Batman Superman World's Finest. De Mark Waid. De Mark Waid et de Dan Mora, qui, lui, il est comme devenu une vedette en faisant les comics de Power Rangers pour Boom. Qui était de qualité, hein, on m'a dit. Ben, j'ai Au vu niveau du dessin, en tout cas. C'est ça, je les ai pas lus. J'ai un gros amour pour le Sentai, fait que je vais aller checker ça un moment donné. Mais la version comment que lui dessinait ces personnages-là, c'était vraiment écœurant. C'est déjà là que tu vois ces dessins-là. C'est comme pourquoi ce gars-là, il est pas sur un gros livre de DC ou Marvel déjà. Là. Il fait vraiment un traitement de superstar aux Power Rangers. Excellent. Ah, tu m'as donné le goût. Puis, hey, c'est devenu tellement gros la série de Power Rangers en comics que je pense qu'ils ont eu un reboot ou un genre de un relaunch. Donc, ils ont fait une série Mighty Morphin Power Rangers, puis ils l'ont reparti à un moment donné à zéro. Mais l'univers qui existe des années 90, là, basé sur la série des années 90 à la télé, se poursuit dans les comic books, puis les fans de Power Rangers ont maintenant leur suite, mais en BD. Ouais, ben c'est intéressant comme ça, puis le Turtles de IDW, que c'est tous les deux devenus des univers super foisonnants de ces personnages-là. Puis, c'est des lettres d'amour aux franchises aussi. Oui, parce qu'ils sont faits par du monde qui aime vraiment ça, mais en même temps, c'est vraiment écrit plus comme des aventures de super-héros traditionnels des années 80-90 que les héros
que les gros héros maintenant sont pas écrits, les comics sont pas écrits de même, sont plus écrits comme semi-réaliste ou être quelque chose de plus adaptable à un show Disney Plus down the road. Ça, c'est vraiment comme des grosses aventures. Vraiment, comme quand j'ai commencé mon labeur sur le jeu de Turtles, j'ai lu comme 10 ans de IDW de Turtles en une semaine. Wow. Tu sais, de voir comme, tu sais, des bonnes vieilles intrigues qui durent 1 an et demi, là, des sous-intrigues qui montent leur tête, puis finalement ça sort, puis ça prend comme 1 an et demi pendant qu'il y a 3 autres intrigues en même temps dans le même numéro à chaque mois. Là, ça, c'est du comic bookage nord-américain de super-héros qui est vraiment satisfaisant. Mais qui n'existe plus autant. Là. À cette heure, c'est rangé dans des trades. Puis, dans leur propre série. Puis c'est rare qu'on va. Ouais, Spider-Man faisait beaucoup ça aussi dans les années 90. Là. En anglais, ils disent foreshadower. Là. Il anticipait quelque chose, il établissait un personnage. Qui est cette ombre mystérieuse pendant genre 1 an? Là, c'est ça, fait 30 singles plus tard, t'es comme ah oui, c'est vrai, il y avait lui là, qui était là derrière la poubelle là, qui était cachée. Ouais, l'ombre mystérieuse, c'est comme qui voit Spider-Man aller au loin, puis comme profite de ces bons instants, Spider-Man. Parce qu'une fois qu'on va se rencontrer, ta vie ne sera plus jamais la même. Puis t'es comme. Eh oui, on sait que c'est Norman Osborn, l'arrête donc. Là. Ouais. C'est tout le temps Norman Osborn. Ben merci. Moi, j'ai écouté de quoi pour changer un petit peu la donne. J'ai écouté un documentaire sur Crave. Je pense qu'il y a 2 épisodes de ça, ou la semaine passée, j'ai parlé avec Marilyn de documentaire, puis on parlait à l'effet que sur Crave, le service de flux en continu Crave, disponible au Canada, il y a quand même une très bonne sélection de documentaires. Il y en a beaucoup aussi sur Netflix et ailleurs, mais celle sur Crave est particulièrement intéressante. Puis c'est souvent des documentaires qui ne sont pas justement disponibles sur Netflix, qui ne sont pas disponibles nécessairement sur Amazon. C'est souvent des propriétés qui sortent directement sur Crave, donc sur HBO, ou sont liées à Bell ici au Canada. Et j'ai écouté le documentaire Woodstock 99, Peace, Love and Rage, un documentaire qui est sorti en 2021, sur le fatidique festival de musique Woodstock 99. Je sais pas où vous étiez où, les gars, en 99, mais moi, je me souviens d'avoir vu ça à la télévision parce qu'il y avait une couverture presque 24 heures sur 24 à Musique Plus. Et on sentait même de loin, même en tant qu'audience, qu'auditeur, que ça allait éventuellement chier. Oui, ça allait pas. Moi, je me rappelle d'en avoir eu des échos en écoutant Cool FM. Cool FM en parlant. Ouais. Ça Cool traîne FM, mon âge. Vous rappeliez-vous dans l'indicatif de Cool FM qui imitait parfois les bouts de tunes qui jouaient. Je ne sais pas de ça. Fait que d'ailleurs, je crois que c'était Fred Saint-Gelais qui faisait ça dans le temps parce qu'il travaillait à Cool FM, il me l'avait dit à Trois-Bières une fois. C'est que quand il y avait un début de tune, il chantait Cool FM sur le rythme de la mélodie. Fait que c'est comme si l'identifiant de Cool FM faisait partie de la chanson. Puis c'était tout à comme. Oh shit, il pouvait mixer les deux, genre. C'est ça, ouais. Fait que des fois, j'étais comme, voyons, pourquoi Papa Roach dit Cool FM au début de sa chanson, là? Il n'est pas supposé. C'est un bon petit truc. Donc, en tout cas, on se souvient où on était quand Woodstock 99 a chié. C'est un film réalisé par Garrett Price qui fait aussi de la fiction. Ça, c'est un documentaire, par contre, qu'il a réalisé, qu'il a dirigé. Et pour résumer les faits très rapidement, pour les gens qui ne sont pas très familiers avec l'histoire, vous savez qu'il y a eu le Woodstock 469. Ça a été un moment, disons, charnière pour la culture des années 60, des années 70, pour la culture de la musique. Et il y a eu un Woodstock 94, 5 ans avant 99, c'est ça, 94, où on a voulu recréer un peu le même principe, mais pour le début des années 90. Faut dire que, avant de commencer de parler de 99, autant celui de 69 que celui de 94, il y a eu des morts. C'était pas des festivals qui étaient sans erreur ou sans embûche. Attendez, j'ai comme un fil qui... Voilà. C'est pas des festivals qui étaient sans embûche. Il y a eu des morts dans tous les Woodstock. Autant celui de 69 que celui de 94 que celui de 99. Tous les Woodstock. Oui, c'est appris ça en écoutant le Ils continuent à en faire d'autres. Ça a l'air que oui. J'imagine que... ils se disent que si tu as 300 000 personnes de rassemblées et tu en as 3 qui sont morts... c'est une bonne moyenne. C'est une bonne moyenne quand même.
Donc, c'est intéressant parce que le documentaire prend le temps justement d'expliquer c'était quoi la mission de Woodstock, comment ça a commencé, dans quel contexte historique. Puis c'est ça que j'apprécie beaucoup du documentaire. Ce n'est pas que, à la manière du Fry Festival, le documentaire, on n'est pas juste en train de relater les faits qui mènent vers la catastrophe. Il y a un contexte historique, il y a un contexte aussi politique, et ça nous replonge dans les années 90 où il y avait plein de choses qui se passaient, comme aujourd'hui, mais tu sais, spécifique aux années 90. Le fait aussi que la crowd était très dude bro des années 90. Les bands qu'on a invités attiraient aussi cette crowd-là. On a curaté les bands présents en fonction de ce public-là. On voulait offrir à une nouvelle génération leur Woodstock, mais ce Woodstock-là, les jeunes n'étaient pas intéressés. Ce qu'ils voulaient voir, c'est les bands comme Kid Rock, puis Offspring, puis Limp Bizkit. D'ailleurs, on revient sur les événements qui ont causé les émeutes, ou aussi ce qui s'est passé durant le set de Limp Bizkit, où il y a des parties du stage qui ont été arrachées, les gens commençaient à faire du body surf. C'est une lente descente aux enfers qui, contrairement à Fire Festival, t'as pas l'impression que ça pouvait être si évitable que ça. C'est comme si tu invites des bands de métal puis t'es surpris qu'il y a un mosh pit. C'est un peu la philosophie derrière les créateurs de Woodstock. D'ailleurs, il y a des entrevues avec les deux fondateurs de Woodstock 99. Un d'ailleurs qui est décédé aujourd'hui. Un autre qui est particulièrement exécrable parce qu'il est tout le temps en train de réduire ou de réduire la faute des événements, ou de réduire, et c'est là où on en apprend beaucoup, sur les nombreux agressions sexuelles qu'il y a eu durant le festival. Je pense officiellement c'est 8 ou 10 qui ont été rapportés, mais on parle de centaines d'agressions. Il y a une bonne partie du documentaire qui est dédiée à ce qui s'est passé. C'est très troublant, mais en même temps c'est divertissant, pas les agressions bien sûr, mais l'événement en soi. Et j'invite quiconque à ce qui est intéressé moindrement par la musique, ou qui était jeune en 99, ou qui était juste en apprendre sur un événement qui a marqué l'imaginaire, d'écouter le documentaire. C'est vraiment génial. L'avez-vous vu, vous autres, le documentaire? Non. J'en ai beaucoup entendu parler, mais ça m'intéresse quand même. Garochez-vous. Donc, Woodstock 99, Peace, Love and Rage. Vous allez en sortir un peu. Je l'ai écouté 2 fois en une semaine. Ça vous donne une idée à quel point j'ai aimé ça. Je l'ai écouté avant d'aller me coucher, puis j'ai pas été capable de dormir, fait que je l'ai fini. Puis le lendemain, je l'ai réécouté une fois de plus. C'est super bon. Fait que voilà. Toi, Yannick, j'ai hâte qu'il y ait la même chose pour le Montebello Rockfest 2013, qui était notre propre Woodstock 99. Qu'est-ce qui s'est passé, je pense que c'était la première année où le Rockfest avait une telle ampleur, puis ils l'ont échappé. Il avait mal gagé comment gérer ça. Ah, je me rappelle de beaucoup d'histoires de mer de pisse qui avait débordé des toilettes chimiques, puis il fallait qu'on avait jusqu'aux chevilles pour te rendre au camping. C'est ce que j'allais dire, il y a ça dans Woodstock 99. Fait qu'ils n'ont pas appris de Woodstock 99. Puis c'est dégueulasse parce que le monde commence à demander à se pitcher de la boue qui est en fait de la fiande mélangée de la boue puis de la pisse. C'est dégueulasse. Ils sont de même les fans de Limp Bizkit. Ils aiment ça quand ça pue. Ouais. C'est ça la musique qu'ils écoutent en même temps. Puis d'ailleurs, la marde dans les oreilles, la marde dans les mains. D'ailleurs, si je peux revenir juste 2 petites secondes là-dessus, ce qui est le fun, c'est qu'il y a plusieurs intervenants dans le documentaire, et autant il y a des gens qui condamnent Limp Bizkit pour le set, il y a d'autres qui vont être plus nuancés. Fait qu'il y a plusieurs voix qui s'élèvent durant le documentaire, fait que ça te donne une image qui est plus complète et moins unique, et j'ai beaucoup apprécié cet élément-là du doc. Allez écouter ça. Toi, Laurent, qu'est-ce qui te restait? Attends, t'es allé à Yannick? Non, mais je me suis trompé, c'est à toi? Je peux parler du festival de BD d'Angoulême encore. Ben oui, là, tu vas-tu parler de Julie Doucet? C'est ça l'affaire, parce que la semaine passée, on s'est parlé, puis là, j'étais comme, il y a des nominés au Grand Prix, puis tout. Là, maintenant, on sait plus de choses. On sait donc qu'effectivement, Julie Doucet, la Montréalaise, a gagné le Grand Prix de la ville d'Angoulême, donc pour l'ensemble de son œuvre, et donc elle sera présidente l'année prochaine. Grosse affaire, c'est la première fois que c'est remis à un Québécois, ce prix-là. La 3e fois seulement en 50 ans que c'est remis à une femme. Donc, c'est cool. Bon, je suis vraiment content pour elle. Puis, c'est vraiment mérité. C'est audacieux. Il y a d'autres Québécois qui ont gagné des prix. Il y a un nouveau prix qui s'appelle le prix Éco-Fauve, qui donne une récompense à des albums qui ont des
des sujets un peu écologiques. Mhm. Actuel, qui a été gagné par un livre dont je vous ai parlé il y a quelques semaines, le livre Mégantic, Un train dans la nuit, Ouais. de Christian Quenel et Anne-Marie Saint-Cerny, qui est paru chez Éco-Société en fin d'année dernière. Donc, c'est eux qui ont gagné le prix. Je suis vraiment content pour eux aussi, mais là, il y a une affaire. Là. Je sais que des gens se sont retirés de la course de ce prix-là parce que une affaire de genre... c'est pas exactement ça, mais c'est comme si des pétrolières commanditer le prix d'écologie, genre. Fait que là, il y a comme de quoi qui marche pas. Mais donc, bravo quand même, c'est cool. Je veux dire, ça enlève pas du mérite au livre, c'est plus l'organisation et les commanditaires de festival qui sont problématiques. Mhm. Sinon, on parlait de Spirou, le Spirou d'Émile Bravo, c'est celui qui fait des séries... Spirou vu par... Spin-off, ouais. Spin-off, celui qui s'appelle L'espoir malgré tout, qui se passe pendant la Deuxième Guerre mondiale. Hey, je suis désolé, ma bière est bien gazeuse. Oui, je vois ça que tu as de la Ouais, hein, misère. je suis vraiment dans la misère. Ça va récupérer ton souffle. C'est de la loupe, Mais, hein? Ouais, non, mais c'est de la Echo Sessional. Elle est délicieuse, mais elle est bien bullée, dirais-je. Donc, le Spirou, l'excellent Spirou qui se passe pendant la Deuxième Guerre mondiale, L'espoir malgré tout, dont on attend le 4e et je pense dernier tome en quelque part cet été, a gagné le prix Le Fauve du public. Non, le Fauve de la série. Le Fauve du public est remis à Le Grand Vide d'une fille dont je ne sais pas comment prononcer le nom. Elle s'appelle Léa, mais elle a beaucoup trop de consonnes dans son nom de famille. Mhm. Donc, plutôt que de la saboter, retenez Le Grand Vide. C'est vraiment très bon. Je l'ai lu il y a quelques semaines. En fait, là, c'est une espèce de dystopie dans un monde où si les gens ne pensent pas à ton nom, tu disparais. Puis la personnage principale de ce livre-là, en fait, a le même nom qu'une chanteuse célèbre. Fait que là, tout le monde qui pense à son nom ne font que penser à la chanteuse, ce qui fait qu'elle devient malade et s'éteint progressivement, puis elle doit trouver des moyens de se démarquer. Comme ça, c'est vraiment une belle fable sur le culte de la reconnaissance. Mhm. Le Fauve d'or, donc le meilleur album de l'année, a été remis à Écoute Jolie Marcia du Brésilien Marcelo Quintahilla. J'ai beau apprendre le portugais sur Duolingo depuis le début de l'année. C'est vrai? C'est pas plus facile. Tu veux aller au Portugal? Non. Pourquoi le J'écoute Portugal? Parce que j'ai écouté portugais, beaucoup de bossa nova ok. dans les dernières années, puis je me suis dit que ce serait le fun d'un peu comprendre qu'est-ce que j'écoute. Uh-huh. En fait, peut-être que ça va me faire quand j'étais au cégep puis que j'écoutais du Rammstein, puis là, j'avais un cours d'allemand, puis j'étais comme « Ah, finalement, Rammstein, c'est vraiment fucking niaiseux. » J'ai arrêté d'en écouter. Ouais, fait que c'est ça. Attends. Comment ça, c'est niaiseux? Qu'est-ce que ça dit? Genre, ça fait des jokes de pète, c'est quoi? Non, mais c'était genre... je me rappelle, là, il y avait une tune que j'aimais bien gros. Sur l'album Moteur, en 2003, il y a une chanson qui s'appelait Son, puis qui avait l'air vraiment épique, puis ça disait en gros « Ah, le soleil arrive ». Puis là, j'étais comme « C'est ça, là? Vous avez des grosses voix d'Allemands fâchés, vous me dites que le soleil arrive? » Puis là, j'étais comme déçu de cette attitude-là. J'ai arrêté d'en écouter. Voilà. Mais l'album brésilien, il est très bon aussi. Je l'ai lu aussi il y a quelques semaines. C'est plus une espèce de... Genre... une ambiance Boys in the Hood, mais dans les ghettos brésiliens, maintenant. Mm-hmm. OK. C'est plus d'un point de vue genre féminin aussi, là, mais c'est vraiment bien. C'est vraiment bien, puis c'est graphiquement audacieux. Fait que je suis bien content de ce palmarès-là. En gros, mais je suis aussi bien content pour Julie Doucet, surtout. Génial. Yannick, est-ce qu'il te restait quelque chose? Non, c'est pas mal tout pour moi. À moins que, c'est ça, regarde, je suis dans la 2e saison de Superman and Lois. T'es encore bon, j'aime bien ça. Es-tu meilleur que la première? C'est égal. Il y a des affaires qui sont intéressantes, puis tu sais, c'est... je trouve ça cool. Tu sais, c'est pas un show qui a un super gros hype derrière. C'est juste un show qui est bien fait, puis que j'aime ça l'écouter à chaque semaine. Puis qu'il y a des bonnes scènes. Il y a des bonnes scènes de parents, je trouve. Puis dans le dernier épisode, il y a une scène où Clark se choque après un de ses fils. Puis
la colère qui lui pique, t'es comme... Chez vous, t'es comme pas gros dans tes culottes. Vraiment comme du... On est très déçus de toi, jeune homme. Puis là, je suis comme, oh, Chris, ça fait mal, ça. Là. Non. C'est vrai. Il y avait une scène semblable pour Loïs dans la saison dernière qui était aussi super efficace, où elle crie après un de ses kids d'avoir été dans une situation dangereuse sans y penser. Puis c'est vraiment, là, c'est tes parents qui sortent de la TV, puis t'es vraiment comme pas gros, là. Puis ça, je trouve que c'est une affaire de writing qui est tout de même vraiment cool à exécuter. Dans un show que j'aime bien. Ouais. Mais sinon, j'ai pas plus de propos étoffés. Ils ont fait le méchant de la saison est bizarro. Puis ils ont fait une version intéressante parce que là, tu sais, Tyler Hoechlin joue le bizarro. OK. Puis quand il fait des affaires, c'est le thème de la série qui est joué à l'envers. Puis il y a de l'air d'un zombie. Ils ont fait plein d'affaires de fun avec. C'est cool. Il y a une séquence où ce qu'on voit comme le monde de Bizarro, qui est une séquence qui est entièrement silencieuse, que tu vois que son monde à lui, avec la maison des Kents, est en déchéance, puis que l'armée se bat contre lui, sur Tried and True de Ween. Puis c'était vraiment comme hantant et apocalyptique. Puis tu sais, le soleil il est rouge, puis on dirait que ça va pas bien. Puis c'est du shit quasiment HBO-esque là, en termes de réalisation. Puis c'est le fun qu'un show généraliste peut te surprendre encore. Mais c'est ça, Bizarro, il est le fun. Fait que, c'est ça, là. Écoutez-les si ça vous tente. Là. Est-ce que le monde de Bizarro puis le monde de mode, c'est un peu sur la même vibe, genre? Je suis moins familier avec le monde de Bizarro. Je pense que, je pose la question. Contrairement au monde de Bizarro, le monde de mode t'as mal à la tête quand tu passes au travers. OK. Le monde de Bizarro, c'est juste c'est le fun. C'est un concept intéressant. Le monde de mode, ça devient crissement déroutant. Là. Le monde parle à l'envers. Puis aussi, dans l'endroit. le monde de Bizarro, t'as un souffle de feu puis une vision de glace. Ah ben, C'est regarde. très important. C'est très important. Très important. Il n'y a pas ça dans le mode de mode dans des sidérés. Moi, dernier truc vraiment rapidos, là, Laurent, puis on va pas pouvoir passer à toi après, parce qu'il fallait que je parle de Star Trek. Star Trek Strange New World, qui est la nouvelle série de Star Trek qui va sortir le 5 mai sur Paramount Plus aux États-Unis. Disponible sûrement sur Crave ici au Canada. Il y a déjà un acteur qui a été confirmé pour la deuxième saison, parce que la deuxième saison est déjà commandée. Elle a été commandée en janvier, avant même que la première sorte. Donc, Paul Wesley, qu'on a pu voir à la télé dans The Vampire Diaries, va incarner un jeune James T. Kirk, donc le personnage qui a été incarné à l'époque par William Shatner, Chris Pine au cinéma, et maintenant ce sera Paul Wesley. Il va être dans la deuxième saison, donc ça a été donc confirmé déjà avant même que la série commence. Et j'ai bien hâte de voir ça. Il faut dire que Strange New World suit les aventures de l'équipage de l'Enterprise avant l'arrivée de Kirk en tant que capitaine, mais il y a des personnages qu'on peut reconnaître de la série originale qui ont été recastés pour l'occasion, et d'autres qui vont faire, j'imagine, le saut. Je ne sais pas si la série va vraiment transiter vers le passage du bâton entre Chris Pine, le capitaine, Christopher Pike, entre le capitaine de Star Trek Strange New World et Kirk. On n'a pas vu ça dans l'original series. Peut-être qu'ils vont le faire dans Strange New Worlds, ou c'est juste qu'on va le voir comme un genre de caméo. Il va participer puis il va quitter par la suite. Mais je trouve ça bien. Il y a le casting, il y a le look, et je trouve ça très cool parce que Paul Wesley, quand il a appris qu'il allait incarner Kirk, il a pris l'avion et il s'est retrouvé assis par hasard à côté de William Shatner. Puis il y a eu une petite discussion avec, puis il s'est dit, OK, c'est des gros souliers à remplir, là. Mais là, si je suis assis à côté de William Shatner, quand je viens d'apprendre que je vais incarner Kirk, c'est l'univers qui m'envoie un message. Ça va bien se passer. Ça va bien se passer. Donc, bien hâte de voir ça. Strange New World, j'espère une formule plus épisodique que ce qu'il y a dans les Star Trek en ce moment. Je pense qu'ils ont de l'air de... regarde, moi, j'écoute... C'est drôle, moi, mon Star Trek, c'est Lower Decks. J'écoute beaucoup Lower Decks. Yes, Lower Decks, faut que c'est bon, man. Mais on dirait que leur stratégie est vraiment que chaque show soit tout de même vraiment différent l'un de l'autre. T'sais, comme Lower Decks, c'est pas comme Prodigy qui est aussi animé, puis ces deux shows-là sont pas justement comme Discovery. Ils ont vraiment, je pense, l'idée de faire des shows très différents les uns les autres. Mais ça me fait penser, je viens de penser justement à une petite nouvelle, vu que tu parles de casting. Ouais. Il y a une grosse rumeur qui a droppé hier à travers les médias british que
Hugh Grant serait potentiellement le prochain Doctor Who, alors que Russell T. Davies revient à l'émission pour le 60e anniversaire et pour runner l'émission à nouveau. Ouais. Et qu'il y a une grosse rumeur qu'il serait le prochain Docteur. Et Russell T. Davies avait dit dans le temps, en 2005, qu'il avait déjà essayé. Il avait déjà demandé à Hugh Grant d'être son docteur pour une seule saison, comme Christopher Eccleston a fini par l'être. Puis, ils ont tous les deux travaillé sur une émission, une mini-série de téléfilm qui s'appelle Very British Scandal, que j'ai vu. J'ai vu le premier épisode, j'ai bien aimé ça, il faut voir que je finisse le reste. Fait qu'il a déjà travaillé avec Russell T. Davies, alors ça semble possible que peut-être Hugh Grant soit le nouveau docteur, ne serait-ce que pour 1 ou 2 saisons. Parce que là, j'ai bien hâte au retour de Doctor Who avec Russell T. Davies dedans, parce que la version de l'émission avec runnée par Chris Chibnall depuis une couple d'années ne me plaît pas tant. Ah, OK. Alors, j'ai hâte de voir que Davies va revenir. Puis, c'était qui? Il y a eu Davies, puis il y a eu qui d'autre? Steven Moffat. Moffat qui était bien aussi, non? Il était bien au début, mais je pense qu'à un moment donné, il s'est juste comme... Tu sais, il y avait le beau jeu dans le temps qu'il pouvait juste venir écouter faire 2 épisodes par saison, puis tout le monde, le fandom, était comme Steven Moffat, il est le best, il arrive, puis il chie de l'or à chaque année. Là, quand il faut qu'il le fasse pendant une saison au complet, c'était autre chose. C'était autre chose, puis il a fait des affaires qui m'ont fait un peu décrocher du show, mais m'a dit que je pense que j'aimais un peu mieux ce qu'il faisait versus ce que Chibnall a fait, ce qui est tout de même souvent plate à mon avis, et qui sert très mal à l'actrice principale, Jodie Whittaker, que elle, je la trouve super bonne, mais que je trouve les scripts ne rencontrent pas son énergie ou à elle ou son interprétation. Là. Justement, elle aurait besoin de des scripts à la Russell T. Davies, genre, pour vraiment shiner. Bon, on va voir ça avec la nouvelle mouture. Qu'est-ce qui te reste, Laurent? Une couple de petites affaires. D'abord, je voudrais signaler le décès de l'acteur Akira Takarada, qui est un acteur japonais qui est décédé à l'âge de 87 ans le 14 mars dernier et qui est connu pour avoir joué dans beaucoup de films de Godzilla. Il a joué, j'ai calculé tantôt, il en a fait au moins 6, voire peut-être 7. Okay. Des différents, puis plus d'autres films du réalisateur iconique de Godzilla, Ishiro Honda. Donc, il jouait souvent, pas le même rôle, mais il jouait tout le temps, genre, le beau gosse un peu héros du film. Là. C'est comme, c'est ça. Il y a, mystérieusement, dans ces films-là, les acteurs qui reviennent jouent rarement les mêmes rôles. C'est bizarre, c'est des gros monstres. C'est bizarre, ça. Ouais. Puis, je l'avais beaucoup aimé... récemment, je l'avais vu à Fantasia aussi en 2019 dans un film qui s'appelait Dance With Me, où il jouait un vieux, un genre, un crook de foire foraine, là, un hypnotiseur qui hypnotisait une fille, puis là, qui faisait qu'elle, elle se croyait tout le temps dans une comédie musicale. Elle agissait dans la vraie vie comme si c'était dans une comédie musicale, fait qu'elle chante, elle danse, alors que tout le monde alentour est comme « What the fuck, qu'est-ce qui se passe ici? » Donc, c'était comme un bon rôle pour lui en tant qu'acteur vieillissant. Fait que c'est bien triste. Sinon, j'ai vu que DreamWorks et Apple TV s'étaient liés pour faire un dessin animé qui s'appelle Pinecone and Pony, qui est adapté d'un livre jeunesse qui s'appelle The Princess and the Pony, écrit par Kate Beaton, qui est une autrice que j'aime beaucoup. Canadienne. Oui, canadienne, des maritimes qui faisait Hark a Vagrant, qui était un livre que j'aime beaucoup sur genre des jokes un peu niaiseuses, mais dans des contextes super pointus, historiques et littéraires. Rien, là. C'est une BD, on a parlé à l'émission, puis c'est Axel, l'autrice Axel Lenoir qui nous en a parlé, puis elle, c'est un de ses BD favoris, puis elle dit « Ah, c'est bon, c'est bon ». J'ai écouté ça, je l'ai lu, je comprends rien, je dois être imbécile. Non, mais c'est ça. C'est genre, l'humour est tellement
l'humour est foncièrement tata, mais tu te sens vraiment idiot parce que tu connais rien en même temps. Là, mais en même temps, moi, je trouve ça que c'est fascinant si vous aimez ça, genre lire des affaires puis aller Wikipédia après. C'est vraiment formidable. Mais donc, elle a fait un album jeunesse chez Scholastic qui s'appelait The Princess and the Pony, qui était en gros une petite princesse un peu tomboy avec un tout petit poney, avec les yeux cross-side, vraiment joufflu et vraiment cute. Shapé comme une bine. Ouais, shapé comme une bine qui est avec les deux yeux dans le même trou, puis tout le temps, une petite langue de pug, là, tout le temps sortie, genre. Yes. Fait que j'ai vu que c'est ça, sur Apple TV, dès le 8 avril, il y aurait un dessin animé basé là-dessus. Fait que je suis quand même. Il y a une bande-annonce là, que j'ai checké tantôt, ça a l'air vraiment le fun. Keaton est une des rares personnes que maintenant était venue à un genre d'exposé ou un truc à Montréal, puis j'ai fait signer ma copie de Arc of Vagrant et j'étais, ma foi, bouche bée. Devant elle parce que elle est tellement drôle là. Justement, ses comiques étaient tellement drôles que j'étais juste comme ouais, c'est ça, s'il vous plaît. C'est ça. Tellement drôle, mais tellement érudite. En plus, là, tu le sens en lisant ses affaires, t'es comme wow, cette fille-là connaît tellement de choses que j'ai aucune crise d'idée de je sais pas quoi y dire, genre. C'est le genre de rencontre que t'es nerveux, fait que tu te dis, bon, à quel nom? Yannick, puis là, elle répète un autre nom qui n'est pas le tien. Tu fais, oui, c'est ça. Oui, c'est ça. Oui, si vous voulez. Tout ce que tu veux, madame. Sinon, j'ai lu une nouvelle sur AV Club que Netflix partait à la chasse des gens qui partagent leur mot de passe ailleurs que dans leur propre maisonnée. Ouais, j'ai vu ça. Fait que c'est ça, il y a comme, je sais pas trop comment ils font ça, mais ils tentent de quoi à date dans 3 pays, au Chili, au Pérou, au Costa Rica, fait que c'est pas encore ici, mais là, j'essaie de catcher un peu, là, c'est genre, tu pourrais t'auto-dénoncer que tu partages à un ami, mettons, puis là, il te chargerait un peu plus cher, mais pas comme un nouvel abonnement, tu sais, ils ont l'air de tester à 2-3 piastres de plus, puis garder, en tout cas, je sais pas trop, mais bon, peut-être que c'est la fin de genre la famille entière, éventuellement. Ouais. De plugger sur le même Netflix. Ben, tu peux acheter plusieurs abonnements sur le même compte, là, dans le sens que tu peux avoir des gens qui écoutent différentes choses en même temps dans la même maisonnée, mais je pense que le problème, c'est, pour eux, le problème, c'est quand tu partages le mot de passe à quelqu'un qui n'est pas chez toi. Ouais, ce qui est rendu ça. au niveau Alors de l'Internet, ça fait pas de différence. Personne ne fait ça. Oui, c'est ça, Laurent. Laurent a fait des guillemets radiophoniques puis des clins d'œil radiophoniques. Ouais. Mais, tu sais, rendu là. Ouais, ben on verra, là. Je trouve ça... Je comprends en tant que compagnie pourquoi ils veulent faire ça. En même temps, je trouve ça décevant parce que de plus en plus, on a adopté ces plateformes-là parce que la facilité, mais aussi le coût. Puis de plus en plus, ça rattrape le coût du câble. Tu sais, moi, c'est ridicule le prix le montant que je dépense sur des services de flux en continu par année. Maintenant... Oui, surtout que d'amener ça à une époque maintenant où ils sont plus tout seuls. Mm-hmm. Tu sais, ils ont été précurseurs dans ce domaine-là, le domaine du flux en continu, comme on aime l'appeler. Je veux dire, longtemps, il y avait presque que ça. Maintenant, il y a beaucoup plus de services auxquels s'abonner, mais il reste encore de big one. Tu sais, j'ai l'impression que... je connais beaucoup de gens maintenant qui s'abonnent un peu à telle affaire, un mois, un an, puis qui reviennent, puis qui font une rotation, mais c'est comme si le Netflix, il reste toujours de base, mais là, j'ai l'impression que ça leur tirait dans le pied, puis ce serait peut-être plus le de base aussi facilement. OK. On va... T'avais-tu autre chose, Laurent? T'avais-tu terminé? Non, ça suffit. OK. On va se laisser là-dessus. On va prendre une petite pause pour les gens qui nous écoutent live sur YouTube, Twitch et Facebook. Mais juste avant, je vais vous parler du Patreon des Mystérieux Étonnants, puis je vais vous parler un peu de moi en parallèle, parce que la semaine passée puis la semaine d'avant, j'ai pas été en mesure de mettre du contenu supplémentaire et habituellement, je suis assez régulier sur le Patreon. Je rentrais pas dans les détails, mais ça va pas super bien. Pour moi, en ce moment, là, mon énergie, même aujourd'hui, est un peu... est réduite. Vous m'en demanderez à Laurent, il m'a vu il y a 2 jours, puis je suis très... je suis cerné jusqu'au coude, OK? Donc, je vais m'y remettre éventuellement. N'ayez crainte. Ça a tout le temps été super important pour moi que les gens reçoivent une contrepartie en échange de leur donation. Bien sûr, il y a bien des gens qui n'écoutent pas Bifurcation, Terre humaine chez Isidore, qui est les podcasts exclusifs quand vous abonnez au Patreon. Mais pour ceux qui le font, puis pour qui c'est un plus, puis qui attendent les épisodes, ils vont en avoir d'autres. D'ailleurs, quand vous donnez au Patreon des Mystérieux Étonnants, vous ne faites pas contribuer pour l'obtention de ces podcasts exclusifs, mais aussi à la production du projet dans son ensemble. Donc, les Mystérieux Étonnants, Noël chez Isidore et bientôt un nouveau Terre Kaiju
que j'ai enregistré avec Jake et Simon la semaine dernière. On a parlé justement du cycle de 5 épisodes. C'était big à l'époque des années 90. 5 épisodes du Green Power Rangers sont arrivés dans la série. Une grosse discussion, puis on a découvert en fait que Jake tripait sa vie, ben raide. Il était fort excité à son écoute de Power Rangers. Mais voilà, donc c'est pour ça que la semaine passée, puis je vais être très transparent avec vous, je ne le sais pas quand est-ce que je vais pouvoir m'y remettre, mais c'est sûr que je vais le faire. Donc, si vous êtes quand même intéressé à contribuer au Patreon des Mystérieux Étonnants pour faire en sorte qu'on continue à exister, on vous invite à le faire. Je sais que c'est le rapport d'impôt de ce temps-ci, fait qu'il y a eu des abonnements, mais en espérant que vous y retourniez, si vous avez la chance de vous abonner au moins pour un mois, peut-être arrêter et revenir, c'est comme vous voulez, c'est super simple. Si vous voulez le faire, allez sur mystérieuxétonnant.com, en haut à gauche, il y a un bouton « Faire un don ». Vous cliquez là-dessus, ça vous amène vers Patreon. Puis une fois sur Patreon, ben, vous avez accès au podcast exclusif de Bifurcation, Terre humaine chez Isidore, et aussi un accès au Discord des Mystérieux Étonnants. Si vous ne trouvez pas les liens, écrivez-moi, je réponds assez rapidement sur Patreon, ça, j'ai pas lâché ça. Sinon, on est disponible partout sur Apple Podcasts, Google Podcasts, Stitcher, Spotify et Amazon Music. On est également sur Twitter, Instagram et mystérieuxétonnant.com. Merci à tous ceux et celles qui nous appuient, qui nous écoutent depuis de nombreuses années. On va prendre une petite pause et on revient avec le très copieux GLA Avengers de Kirk Busiek et Joss Perez. Oh. Vous écoutez Les Mystérieux Étonnants, on va maintenant parler du sujet de la semaine. Et cette semaine, c'est une bande dessinée de Marvel Comics et de DC Comics. Ben oui. GLA Avengers ou GLA Avengers de Kirk Busiek et Joss Perez. On en parle parce que l'album a été réédité par The Hero Initiative la semaine dernière. Ça a été un petit tirage de 7000 copies qui a été distribué dans les comic shops en Amérique du Nord, un peu partout. Et l'album est déjà en vente sur eBay à des gros montants. Mais bon, en tout cas. Donc, c'est une réédition d'un classique de la bande dessinée du début des années 2000. Et c'est quelqu'un qui va en parler, pas moi, parce que je sais pas comment décrire cette bande dessinée-là. Ben, moi, dire, Krona et le Game Master décident de jouer un jeu et de mettre les univers qui se battent l'un contre l'autre, car Krona est à la recherche d'ultime savoir et qui il se fait convaincre par le Game Master que la seule façon de vraiment obtenir ce réel savoir, c'est à travers le conflit de deux univers où les Avengers et la Justice League sont forcés de se battre et d'aller chercher 6 éléments de pouvoir propres à leur dimension. Fait que t'as des éléments de Marvel, des éléments de DC. Alors les personnages, avec les line-up des équipes de l'époque, au moment de la publication, qui sont des line-up assez classiques de la Justice League et des Avengers, se ramassent premièrement sur l'univers l'un de l'autre, ensuite se battent et éventuellement doivent former une équipe afin de combattre Krona et le Games Master, ainsi que Galactus, puis plein d'autres personnages. C'est très semblable à la mini-série de Marvel vs. DC qu'il y avait eu dans les années 90, que j'affectionne beaucoup. Et je te dirais que c'est ça, et essayer de rentrer dans le détail, plus que ça, serait un pari de fou. Si tu perds l'esprit comme un personnage digne d'un roman de H.P. Lovecraft. Ouais, Merci Yannick, je pense qu'il n'y a pas trop de façon de le décrire. Là. C'est une BD assez copieuse, autant l'édition originale que la réédition qui sera la seule, d'ailleurs, réédition en l'honneur de la carrière de Joss Perez, qui est atteint d'un cancer maintenant incurable, mais qui veut passer un moment de sa vie avec sa famille, ses amis et ses fans, contient 4 numéros. Donc, c'est 4 numéros qui ont été réédités, 4 numéros à l'origine également. 4 numéros boostés, là, c'est pas des petits numéros de 22 pages, on s'entend qu'ils sont un peu plus longs qu'à l'habitude, et considérant la quantité de texte également qu'il y a de présent dans ces bandes dessinées-là, soyez avertis on est plus dans on était dans l'époque où on montrait et on disait à la fois. Donc on le disait beaucoup et longtemps. Il me semble que la semaine passée, quand on se parlait après le show, puis on parlait de faire ça, tu étais comme, ouais, c'est pas long, là, c'est juste 3 petits numéros. C'était 4 numéros, mais j'étais sûr que c'est juste 4 numéros. Oh my God. J'étais comme, voyons, ça finit jamais, cette affaire-là. C'est du Zola. C'est du Zola, là. C'est germinal, là, mais c'est en termes de densitude, là. Mais aussi pour vous dire qu'on spoil dans la partie d'émission, donc si vous voulez être frais
Hein? Aucune idée de où est-ce que votre lecture va quand vous avez commencé à lire Avengers, GLA Avengers. Ben, faites pause et revenez après, mais là, on va spoiler dans la partie. On va essayer quand même de rester plutôt objectif, comme on tente de le faire à l'émission, tout en étant critique de la lecture, bien sûr. On va commencer avec toi, Laurent, rapidement, là, sans rentrer dans le vif du sujet. Comment tu as trouvé ça? Ça a été quoi ton expérience de lecture? J'ai trouvé ça long. Mais je pense que peut-être c'était pas pour moi. Comme, tu sais, j'en parle souvent, je suis très moins versé dans le DC-verse. J'ai l'impression que c'est tellement, cette BD-là, le festival du Easter egg constant que j'ai probablement manqué au moins la moitié de ça. Mettons. Tu sais, je suis comme, OK, je connais pas les référents des vieux sauts de Wonder Woman. Fait que je suis comme ça, il me manque tout ça. Puis après, même ceux que je pognais, déjà, là, j'avais l'impression à la fin d'avoir mangé un gros paquet de bonbons, là, puis qu'au début, t'es comme, c'est le fun, là, mais à la fin, t'as mal au cœur, là. Je suis comme, pour vrai, chaque petit nouveau Easter egg, là, j'étais comme, ben oui, je l'ai vu Tigra, ben oui, je l'ai vu L4, mais je suis comme, rendu là, à quoi bon, tu sais, à quoi bon? Puis, tout ça, tu sais, dans un... En fait, je pense qu'il se situe là. Mon problème avec ça, c'est que j'ai pas senti qu'il y avait une histoire à raconter derrière. J'ai plus senti que le moteur, c'est voici deux grosses compagnies avec des forts historiques, puis essayons de pitcher les deux ensemble. Ouais, Ça sent pas genre, hey, j'ai vraiment une bonne histoire qui mettrait en scène tout ce monde-là, puis j'en ai besoin pour telle affaire. C'est voici Kurt Busiek, on te pitch tout, puis il faut tout que tu mettes. Débrouille-toi avec ça. T'sais. C'est un style aussi d'écriture qui date d'une certaine époque. Fait qu'il faut juger selon les codes de cette époque-là. Oui. Mais c'était une époque où c'était très parleux. Puis bien sûr que c'était Avengers puis la GLA, la Justice League, de mélanger ensemble, il y a une checklist quelque part qui existe. T'as pas le choix de faire. Mais oui. Je l'ai trop vu. Je comprends. Au final, tu sais, du fait qu'on soit pas vraiment capable de résumer quoi que ce soit là-dedans, je pense que c'est un problème dans ce genre d'entreprise-là. Je suis comme... Tu sais, je veux dire, Endgame... Il y avait un gros checklist aussi, mais il y avait quand même une histoire de raconter, puis on a vécu des émotions, puis ces Easter eggs-là n'étaient pas seulement genre un « coucou, c'est moi », c'était aussi... Il y avait de l'émotion qui venait avec, tu sais, que j'ai pas ressenti ici. D'accord. OK. Yannick, toi, t'en es où par rapport à ta lecture? C'est quoi? C'est un peu semblable à Laurent, mais j'ai vraiment plus aimé ça que lui. C'est vrai que GLA Avengers, ça existe pour être exactement ce que c'est, t'sais. Mais moi, ce que j'ai vraiment trouvé le plus, c'est pas pour rien que c'est ça ressort pour, mettons, pour célébrer la carrière de Georges Pérez, parce que c'est le livre le plus Georges Pérez possible au monde. Il y a Kurt Busiek a raconté une anecdote récemment au sujet de Georges, que lui, il aime dessiner tout. Il veut, comme lui, là, un spread où tu vois tous les Avengers, puis la GLA qui sont dans un banquet, et de spécifiquement voir Thor qui semble faire une joke, admettons, à Wonder Woman, mettons, qui tire sur le lasso, là, puis c'est dessiné tout petit dans le coin d'une case. Il adore faire ce shit-là. Il veut juste faire ça. Puis raconter une anecdote. Il y a du triper, là. Oui, ben c'est l'ultime célébration de lui puis de ce qu'il aime faire. L'anecdote qu'il racontait, c'est que quand les Avengers sont revenus de Heroes Reborn, ils ont été relancés dans une série justement écrite par Kurt Busiek puis dessinée par Georges Pérez. Il y a une histoire d'Ultron, puis le cover de un des numéros, c'est juste comme l'espace négatif, comme les yeux puis la bouche de Ultron. Juste ça, là, comme très abstrait pour lui. Puis il disait comme, je pense que le monde de Marvel devrait me payer moins que mon cover rate pour faire ça. J'ai juste fait ça. Je devrais pas avoir le droit genre de demander. C'est très Georges Pérez. Il a l'air gentil, ce bonhomme. Puis là, non. Tu prends tout l'argent, Georges. Là. Ça va faire, tu prends tout l'argent. Mais fait qu'il aime ça, dessiner ça. Dessiner. Tu sais, il y a un moment donné dans l'histoire où ça dit comme, non,
le temps est en train de... La temporalité nous saigne à travers les oreilles. Fait que là, c'est pour ça que nos costumes, ils changent. Parce que George est comme, moi, je veux toutes les dessiner. Tous les costumes. Ouais, c'est ça. Toutes les versions. Fait qu'il y a un aspect qui est vraiment checklist. Il y a un aspect aussi qui est très cordé que tu vas pas dans la personnalité profonde. Les personnages vont juste dire des affaires très iconiques qui leur appartiennent. Il y a des moments qui sont juste comme... Tu sais, à un moment donné, les pages deviennent des murales. Tu sais, moi, on l'a lu en numérique, mais je trouve que ça, c'est comme un livre que je donnerais, mettons, à mes neveux oversize, parce que je veux qu'ils l'ouvrent puis qu'ils se perdent dans les cases puis qu'ils le regardent pendant longtemps, pendant un après-midi. Puis ça, c'est comme le plaisir de Georges Perrin de décortiquer cet art-là. Mais autrement... Il y a un petit côté Way Charlie quand même, là, à cette page là, de genre, wow, tout est là. Genre, il y a une mille histoires dans ce spread-là. Mais si je peux mettre une petite parenthèse là, rapidement, c'est qu'au-delà du dessin qui peut être copieux puis détaillé, comme Yannick vient d'en parler, je crois que ce qui aide pas peut-être pour la lecture d'une personne qui est soit pressée ou pas habituée à ce genre, c'est la coloration du début des années 2000 qui est faite à l'ordinateur, mais ma foi, qui est... C'est comme si... Il y a du gradient, là. Ouais, c'est comme si le lutin des leprechauns, genre tu sais, de la sorte de céréales, là, il t'avait vomi dans un livre. Tu sais, c'est vraiment ça. Vous prenez le gnome dans la série que Maples, là, puis l'autre, là, Asti, j'ai pas les noms qui sortent. Gravity Fall, là, tu sais, il y a le gnome qui vomit des arcs-en-ciel. Ben, il a vomi dans GLA Avengers, puis ça a donné la coloration de la bande dessinée. Ouais, je pense à une coloration plus sobre aurait aidé à rendre ça peut-être justement moins overwhelming, mais en même temps, c'est supposé être ça. Puis moi, j'aime ça, mais je te dirais qu'à un moment donné, je suis comme, ouf, ceci est long. Oui, ceci est beaucoup long de choses. Puis moi, c'est comme, j'aime beaucoup Corbusier qui écrit mon comique de super-héros préféré qui est Astro City. Puis ça c'est bien gros dans l'émotion puis le détaillé. Puis là, je vois qu'il y a le fun, puis qu'il y a des idées qui sont inventées, puis qui existent pendant juste une page, puis qui est jeté par-dessus son épaule, un peu comme le JLA de Grant Morrison à cette époque-là, tu sais. Fait que c'est chaotique, c'est vraiment fou. C'est vraiment too much, mais j'ai bien aimé ça pareil. J'étais un gros fan des crossovers que Marvel Edition ont fait avec les années, mais mettons que c'est plus le fun quand ils font juste comme... Il y a un qui est sous-estimé, je trouve, qui est Superman Hulk, qui est dessiné, qui est écrit par Roger Stern, puis qui est dessiné par Steve Rude, qui est magnifique. Tu sais, ça, c'est plus calme, ça a plus d'allure, puis les personnages peuvent plus se refléter l'un sur l'autre. Cela dit, ce que j'ai beaucoup aimé, c'est comment que l'idée que Captain America et Superman, vu qu'ils représentent moralement leur univers, quand ils sont dans l'univers les uns des autres, sont super triggered. Ils sont très agressifs. Ouais. Puis Superman, il est comme, ouais, non, c'est quoi ce style monde de poubelle-là? Il n'y a pas de super-héros ici pour essayer d'aider les gens, là. Qu'est-ce qu'ils font aux mutants ici? Ça n'a pas de crise d'allure. Puis quand Captain America décrit l'univers de Superman, il est en train de les traiter de fascistes, là. Je suis sûr, c'est des fascistes. C'est sûr. Check juste l'architecture. Check comment ils se font célébrer dans les rues, là. Ça n'a pas d'allure. Oui, parce que... Des moments comme ça, c'est le fun. C'est des clins d'œil à comment les deux maisons d'édition traitent le super-héros. Leur direction artistique est plutôt éditoriale et différente. Fait que ça, j'ai aimé qu'ils l'adressent. Puis il y a plein d'autres trucs comme ça que j'ai apprécié. J'ai apprécié plus l'approche probablement que Laurent. Mais à un moment donné, moi aussi, j'ai trouvé ça long. J'aurais aimé ça plus que ça respire, qu'on prend des petits moments entre les personnages pour laisser ça décanter, puis de voir la vraie chimie ou les vrais flamèches se créer entre eux, qu'on nous propulse tout le temps dans une séquence d'action qui en suit une autre. Puis ça, c'est ça qui, à un moment donné, est étourdissant, qui fait que t'as faim, t'as plus faim, mais qu'on t'en donne encore de la fondue. Là. T'es comme, non, écoute, là, je suis plus capable. Fait que et peut-être que je l'ai écouté, mais je l'ai lu un peu rushé. Là. Je l'ai lu relativement rapidement, puis je voyais le temps filer, puis j'avais d'autres obligations, puis là, je devais lire la bande dessinée, puis je pense que ça n'a pas aidé. C'est le genre de bande dessinée que si tu te lances dans le 4-parter de GLA Avengers, il faut que tu te donnes le temps de pouvoir laisser la bande dessinée de côté de temps en temps, puis d'y revenir. J'aurais dû la lire sur une semaine au lieu de la lire comme en mettons, 2 jours. Parce que c'est surprenant à quel point c'est copieux. Fait que soit tu t'engages sur l'écriture ou le dessin,
Mais dans tous les cas, tu perds des trucs parce qu'il y a tellement de choses. Mais on parle plus de notre relation par rapport à l'œuvre que l'œuvre comme telle. Tu sais, je pense que si vous êtes fan de Pérez, si vous êtes fan de cette époque-là de la bande dessinée, on s'entend, on ne fait plus vraiment d'histoire de super-héros de cette manière-là, ben, vous allez trouver votre compte. Tu sais, je pense que c'est une capsule de curiosité qui est aussi intéressante. Ben, il y a une affaire, moi, que j'ai aimé. Il y a un moment que j'ai trouvé vraiment cool, c'est qu'il y a une scène où les super-héros, tous combinés ensemble, se font dire... Krona, je pense que ça leur offre de détruire l'univers, puis juste d'avoir un monde où ils vont vivre juste eux autres. Ils ont juste à laisser le reste de l'univers mourir. Puis... il faisait comme, est-ce que vous voulez vraiment ça? Puis là, il montre, est-ce que vous voulez vraiment retourner à vos mondes d'avant? Puis là, il montre que, essentiellement, les continuités de Marvel puis de DC qui sont arrivées à ces personnages-là depuis, ou, tu sais, ce qui va arriver, tu sais, Al Jordan voit qu'il va virer fou, puis devenir un méchant, Barry Allen voit qu'il va mourir, il y a plein d'affaires là, puis c'est un moment-là où les héros choisissent cette affaire-là. C'est comme du bon sacrifice noble, mais je trouve que métatextuellement, ça dit comme OK, c'est le fun, JLA Avengers, mais ce qui est vraiment important, c'est les aventures mensuelles de ces personnages-là où ils vivent des affaires puis que les comics, ils se produisent quelque chose. C'est comme ça la vraie affaire versus le feu d'artifice qui est vraiment plaisant qu'on est en train de faire. Puis ça, je trouve, c'est comme un Kurt Busiek qui a toujours eu, ben, comme c'est clair à ça, un respect puis un fun de continuité. Puis lui, il est très bon de se faire donner un personnage qui existe depuis des décennies puis essayer de tisser des affaires ensemble ou de ramener des affaires. Ouais. Puis ce genre-là d'amour sincère pour ces gros monstres-là de continuité, c'est quelque chose qui me plaît. Là. Je pense que je suivais jusqu'à la première partie de la série, puis où j'ai décroché, c'est quand on a changé la donne, puis finalement, les super-héros font partie du même univers. Les Avengers sont considérés comme Earth 2, puis les Justice League Earth 1 qui fait un callback à comment la GLA ou l'univers de DC va annexer ces univers parallèles. Fait qu'il y a un beau clin d'œil, il y a un hommage à un cover d'ailleurs où est-ce qu'on voit c'est repris de la Justice Society of America qui est dans DC, mais on met les Avengers là à la place. Fait que ça, c'est sûr que pour Laurent, si t'es pas un fan de l'historique de DC, cette référence-là passe par-dessus la tête. Là. C'est sûr. Fait que ça aide pas. Mais bon. Moi, j'ai trouvé aussi qu'il y avait un... Bon, il y avait un bout où j'étais comme, là, pour vrai, si ça va être encore ça... Parce qu'il y a une longue chasse aux objets, là. Puis c'est tout le temps comme « Ah oui, je l'ai! Oh non, je me le fais voler par ma contrepartie de l'autre univers. Oh non! » Puis là, ça arrive comme 12 fois. Puis là, j'étais comme là, je vais me tanner vite si ça va être ça. Papa va se fâcher. Non, mais là, je suis comme là... Mais là, tu sais, il y a un bout où ça switch, où justement, tu sais, là, ça, c'est genre, tu sais, les deux switch d'univers vont d'un à l'autre, ils se bagarrent un peu à chaque... Là, tu comprends, puis là, c'est après que, genre, la réalité s'effondre, ou est en constante mutation. Là, moi, je me trouvais, jusqu'au dernier numéro, qui est une longue bagarre avec tout le monde, je trouvais que ça souffrait un peu du syndrome Sharknado. OK. Dans le sens que... du Sharknado, pas des films Sharknado, du Sharknado, dans le sens que s'il y a des requins dans une tornade, il y a des bonnes chances que le requin veut que ça arrête aussi, genre. Il est pas genre « Ah, je suis chill, je mange les choses qui sont à ma portée. » Genre, le requin panique aussi. Puis là, dans cette longue bagarre-là, j'étais comme « OK, mais Rhino puis, mettons, Ronan the Accuser, là, qui débarquent comme ça, random, ils sont comme, ils ont beau être des méchants, ils sont fourrés, eux autres aussi. Ils sont juste comme, ah, OK, ben, qu'est-ce que je pète des gueules d'Avengers? Non, ils sont comme, wow, je faisais d'autres choses, moi aussi, tu sais, comme, il y a bien beau avoir du mind control, en quelque part, là-dedans. Il doit y avoir un moment où tout le monde, c'est ça, c'est comme tout le monde est garoché, puis ils sont comme, ah, je continue, je vais faire ce que je fais de mieux, c'est-à-dire péter la gueule à quelqu'un, genre. Là, j'étais comme, ah, si. C'est une longue bagarre, je comprends que c'est Je comprends l'idée derrière qui est d'avoir un caméo de tout le monde, mais en même temps, dans ma tête, ça fait pas de sens que tout le monde débarque là et ils sont comme je peux-tu avoir un update sur la situation, s'il vous plaît? Genre? Ouais, il n'y a pas l'air d'avoir beaucoup de communication entre eux. Hein. Encore là, c'est ça, c'est comme
Genre, je voulais toutes les dessiner. Ils sont toutes là. Ils sont toutes là. Fait que- C'est mais ça, oui, ils sont toutes là. Ils sont toutes là. En effet, c'est de la folie. Tu sais, Ouais. mais j'ai trouvé ça le fun, tu sais, de le lire, mais en effet, tu peux pas Mhm. comme. GLA Avengers, c'est quelque chose que tu pourrais dire au commun des mortels, puis dire oh cool, j'aimerais ça lire ça ou voir ça, mais tu peux pas leur glisser ça. Là, Non. c'est le chemin vers la folie. Ça serait plus, mettons, la mini-série Marvel vs DC qui a eu dans les années 90, que moi j'aime bien. Oui, parce puis, que là, ils sont vraiment one-on-one. ouais. T'as le temps de catcher, tu sais, que, OK, Superman, puis là, Hulk, OK, là, ils vont se tapocher. C'est pas genre un coin de case, puis que c'est juste ça, tu sais. Mais est-ce que c'est une suite ou c'est lié moindrement à ce qu'on vient de lire ou ça n'a pas rapport? C'est pas lié. C'est pas lié parce que ils parlent pas qu'ils se souviennent de ces aventures-là. Il y a deux catégories de crossover. Il y a des crossovers où tu vas d'un univers à l'autre, puis il y a les crossovers où ces deux affaires-là ont toujours existé dans le même univers, on l'a juste jamais mentionné. Ouais, il y a un crossover Batman-Spider-Man qui est comme ça. Ouais, c'est ça. Il y a beaucoup. Les deux façons sont valides. Là. Mais moi, j'avais vraiment aimé justement l'autre parce qu'il est plus simple. Puis, il y avait le chapitre amalgame que moi, je trouve fusion. vraiment fun. Où ce que les personnages sont fusionnés. Puis là, ils font comme un numéro qui font semblant que la continuité a existé pour toujours. Fait que là, tu ramasses Iron Lantern. Puis c'est comme, tu lis une aventure d'Iron Lantern, puis là, ça te dit comme, hey, avez-vous lu Iron Lantern numéro 87? C'est là que cette aventure-là est arrivée. Puis ils font semblant qu'Amalgame a toujours existé. Bon, ouais, c'est hot. Puis, il y avait Dark Law qui était bien, hein, la fusion de Wolverine et de Batman. Ouais, Dark Law. Puis quand ils ont fait Amalgame une deuxième fois, c'était Dark Law Adventures, comme si c'était le Dark Law animé. Oui, la série animée. De Bruce Timm. Mais, puis bien sûr, en tout cas, ça, j'avais bien aimé ça. Je sais qu'il y a une deuxième mini-série dans cette continuité-là qui s'appelle All Access, mais je l'ai lu jadis, mais j'aimerais ça la relire maintenant parce que, justement, ça, c'est tellement rare à cette heure, ces compagnies-là, ils ne serrent plus la main comme avant, puis c'est juste dans une occasion spéciale. Mais tu sais, avant, ça arrivait comme, mettons, au 5-6 ans, il y avait une aventure entre les deux. Il y a un Punisher Batman de John Romita qui est vraiment sick là, visuellement. Mais ils font plus ça maintenant, malheureusement, avec ce qui se passe. Là. Ils s'opposent, les deux compagnies mères s'opposent au cinéma et à la télévision et dans les jeux vidéo par extension. Donc, ce type de crossover-là m'étonnerait beaucoup. Ouais. Pas dans le contexte actuel. Faut que, malheureusement... S'il y a de l'argent à faire, il y a de l'argent à faire. Oui, mais je sais pas. J'ai comme plus... En tout cas, tout était... Je dis pas que ça va pas arriver, mais c'est peu probable, j'ai l'impression. Est-ce qu'on a fait le tour de GLA Avengers de Kirk Busiek et George Perez? Ben, c'est tellement gigantesque qu'on peut pas faire le tour. On peut pas non, mettre parce qu'à trop, on peut pas. Il y a trop d'affaires. Mais j'ai aussi aimé comment que Batman et Captain et Hawkeye et... Non, Batman et Captain America arrivent pour se battre puis ils réalisent comme on devrait pas se battre. Ils stratégisent. C'est ça, ouais. Me semble que ça n'a pas rapport. Ouais, c'est ça, il me semble que ça n'a pas rapport. Puis là, ils stratégisent quelque chose. Il y a exactement la même affaire dans Marvel vs. DC. Sur quoi? Il me semble qu'ils se battent, puis sont vraiment égales. Fait que là, ils décident d'arrêter à cause de ça. Mais bref. Il y a aussi une édition des crossovers qu'il y avait eu dans les années 80 qui était vraiment bien, comme X-Men Teen Titans, puis Hulk et Batman, qui est dessiné par José Luis Garcia Lopez, qui est vraiment fucking beau. Je le recommande à tous. Puis, fait que c'est ça. Là. Ces comics-là existent, sont le fun, mais sont rarement comme des classiques super bons qui seraient comme faut que tu les lises. Ouais. Mais tu vois, tu parlais de Batman puis de Captain America, puis il y a une séquence super intéressante où Batman invite Captain America dans sa Batcave, puis ils ont un moment ensemble où là, les deux univers figurés et réels se rencontrent. Puis j'aurais aimé ça, plus de séquences comme ça. J'ai beaucoup aimé le bout où que Captain America il est juste comme je vais juste appeler mon ami avec mon GPS, puis il est comme genre, tu peux-tu me le demander avant de genre donner la base mettre secrète. mon repère secret genre à tout le monde. Il est comme non, mais c'est correct qu'il est chill. C'est ben. J'étais comme c'est vrai que genre déjà qu'il a dû avoir un gros gauge de confiance pour en amener un d'autre. Juste un. Ben oui, c'est déjà tellement peu Batman faire ça. Il fait un open house avec ses chums. C'est comme non. J'ai bien aimé aussi, tu sais, comment tout le monde de DC, du GLA, est super prompt à dire c'est de la vidange, ce monde-là, comment ça? Puis si j'étais comme, il y a personne là-dedans qui est allé à Gotham, genre?
Ouais, C'est bon comme- point. Bon point. Je veux dire, non, mais je veux dire, pas. Ouais, ben tu vois, Gotham, c'est juste une ville. Eux autres, ça a l'air d'être la planète au complet. Là. Comment ils Ouais, traitent c'est les ça, mutants, mais tu sais, là. ils sont comme, tu sais, c'est le Flash là, qui voit juste, bon, je veux dire, ça avait l'air d'un lynchage de mutants. J'avoue que c'était assez ordinaire, mais là, tout de suite, il est comme, cet accident-là représente tout un monde, c'est dégueulasse, tu sais. Ils sont très hautains. Hmm. Ils sont très hautains. Ouais. Mais tu sais, c'est ça. Les personnages sont vraiment écrits comme des archétypes, puis pas vraiment comme des humains. Puis ça, c'est pour tout le monde dans cette série-là. Fait que, Ouais. Hmm. tu sais, c'est. Ben, J'aime quand même que c'est adressé de moment donné aussi, là, tu sais, au premier, à la première bagarre, là, où il y a un très beau, un gros coup de poing de Thor dans la face de Superman, qui est comme une astuce d'image impressionnante. Ouais. Mais que tout le monde alentour est comme, là, on devrait pas se parler avant, là. C'est comme si c'était adressé, que c'était comme, tout le monde y allait de façon trop manichéenne là, dans leurs affaires. Là. C'est comme, vous êtes comme des gens en train de vous haïr, là, mais genre, on aurait pu parler. Ah, il On est a pu trop chiller un tard. peu avant. Ouais. Et voilà. Et on va se laisser là-dessus, messieurs. On a déjà fait un bon presque 2 heures. Merci. Hey, Yannick, merci d'avoir été là. Plug donc tes podcasts, parce que tu en Mes as plusieurs. podcasts. Oui. Et oui, ben regarde, 3 bières continuent. Nous rendons vers notre destin, notre fin en octobre. Mais en attendant, on continue. Puis il y a des nouveaux épisodes à chaque vendredi. Cette semaine, notre invité est Marc-Antoine Decoy, qui est un joueur de football pour les Alouettes, était aussi un participant à Big Brother Célébrité cette saison aussi. Un show que je suis pas mal. Hier, à un party, il y avait beaucoup de monde. J'étais aux Oliviers, il y avait beaucoup de monde très connu. Mais quand j'ai vu Lisanne de Big Brother rentrer dans la place, survivre bord vers Pierre-Luc, j'ai dit, tabarnak, c'est Lisanne de Big Brother. Faudrait qu'on aille y parler. J'étais trop gêné. Mes 2 affaires tongue-tie dans la vie, c'est parler à Kate Beaton puis parler à Lisanne de Big Brother. The Big Brother. Qui est merveilleuse. Puis, mais bref, c'est ça, à 3 bières à chaque semaine. Et aussi, aux 2 semaines, il y a les voyeurs de vue qui sortent maintenant que les films sont de retour en salle. Regarde, je l'ai mentionné. Ceux qui me suivent en ligne savent que j'attends un film qui va sortir très bientôt, qui est apparemment, selon les mots avant-coureurs, peut-être pas si bon, qui s'appelle Morbius, tu penses? avec Jared Leto. Regarde, moi je veux le savoir une fois. Savez-vous ce qui est arrivé, les amis? J'ai reçu une invitation de visionnement pour Morbius, et c'était le soir de la première du documentaire de Claude Crest. J'étais déchiré. Puis là, j'ai décidé d'aller à Claude Crest finalement. Vu que c'était le premier visionnement qu'il était sur ma liste, ça a été là. Et j'ai dû aller sur le site web de Cinéplex et écrire Morbius Tickets et payer pour mon propre ticket de Morbius. Et je le fais pour les voyeurs de vue. Mais la main du destin était clémente car j'avais assez de points saines, alors je vais voir Morbius. Oh wow! Les étoiles se sont alignées. Après 35 ans d'accumuler des points saines. Ah, mais là, j'ai tellement hâte justement d'aller voir Jared Leto dans le rôle de Michael Morbius, un personnage qu'on aime tous, qu'on trouve tous mémorable, qu'on avait hâte de voir au cinéma. Mais of course. Oui. Fait que là, j'ai hâte de voir ça. Ça en vient au voyeur de vue d'ici quelques semaines. Disponible au voyeurdevue.com. Mon épisode le plus récent est sur The Batman et Turning Red. 2 films que j'ai beaucoup aimés et que je recommande. Mais allez l'écouter au voyeur de vue pour que j'en parle davantage. Super. C'est ça. Merci. Toi, Laurent, t'es avec nous autres. Fait que c'est ça. Ben oui. Ouais, toujours. C'est quoi le Raptor? Ah oui, c'est vrai, c'est quoi le Raptor? T'as quelque chose? Ben oui, c'est ça. J'ai de quoi plugger, mon aussi, mais là, il y a toujours que 2 épisodes de sortie, mais allez les écouter. Je suis sûr que c'est pas tout le monde qui écoute le show. Mais c'est quoi? Ça propos de quoi? Qu'est-ce que ça fait? C'est mon podcast avec Julien Paré-Sorel qui parle de dinosaures et de culture pop de dinosaures. Bon. Voilà. C'est là. Allez-vous faire la série dinosaures à un moment donné? Hey, l'idée a été mentionnée. C'est sûr que ça demande un engagement plus steady, mettons, de parler d'une série. Je ne sais même pas il y a combien de saisons Dinosaures. Je pense qu'il y en a 3, 2, 3. Non, c'est pas si pire que ça. Mais il faudrait qu'on commence maintenant pour pouvoir se préparer. À moins qu'on décide qu'on fait saison 1, mettons. Mais écoute, c'est sur la table. Rien n'est écarté, mais pas tout de suite. OK.
Bon, allez écouter ça. Hey, on se laisse là-dessus, tout le monde. Merci, merci à Yannick, merci à Laurent, et on se dit à la semaine prochaine. Bye bye. Bye.